ce live histoire autour d'un livre qui s'appelle Vichy, l'histoire d'une dictature. C'est avec, comme je disais, un livre qui a été dirigé par Laurent Joly, qui nous fait le plaisir d'être notre invité aujourd'hui. Bonjour Laurent, bonsoir Laurent, comment ça va ? Bonsoir Yanzi. Merci beaucoup d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation. L'invitation. C'est un vrai plaisir, c'est la première fois que vous venez sur la chaîne et c'est la première fois que vous faites un live Twitch aussi, si je dis pas de bêtises. Eh oui, tout à fait. C'est une grande première. Une grande première. C'est la soirée à tous les niveaux. C'est la soirée des grandes premières. Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc vous êtes le directeur vous avez dirigé la rédaction de cet ouvrage, donc Vichy, histoire d'une dictature, qui est édité chez Talendier. Vous êtes vous, chercheur, directeur de recherche au CNRS, vous êtes docteur en histoire contemporaine, spécialiste du régime de Vichy, notamment. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le sujet, notamment sur la rafle du Veldiv. Vous avez aussi écrit des ouvrages sur les falsifications de l'histoire, notamment d'Éric Zemmour. Et vous êtes donc à la direction de cet ouvrage, qui est un ouvrage, je trouve, vraiment très intéressant et très important et qui met à l'aune des sources qui n'avaient pas été exploitées jusque maintenant. Et c'est pour ça, c'est très intéressant. RPZ, le CNRS, bien sûr, il y a des gens qui travaillent au CNRS, je ne sais pas, qui sont dans le chat, ce soir. Évidemment, pour ceux qui n'ont jamais vu de live histoire, comment ça se passe ? Eh bien, évidemment, l'idée, c'est que c'est un entretien avec ce soir Laurent Joly qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Et l'idée, c'est n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Si vous ne comprenez pas quelque chose, s'il y a un terme qu'il faut redéfinir, n'hésitez pas. L'idée, c'est vraiment de créer cette proximité, cet échange entre vous et nous. Et bien sûr, voilà, il n'y a pas de questions idiotes parce que voilà, on est tous à des niveaux divers de compréhension sur ces différentes périodes. Pour parler de Vichy, Laurent Joly, donc au lendemain de cette débâcle de 1940, s'installe en France donc un régime autoritaire, et vous le dites dans ce livre, une dictature. C'est un mot qu'on a longtemps un peu laissé de côté pour Vichy, notamment dans nos livres d'histoire. Une dictature qui va collaborer avec l'Allemagne d'Adolf Hitler. Le régime, sous la gouverne du maréchal Pétain, va lancer cette grande révolution nationale et s'enfoncer dans une collaboration zélée, l'amenant dans un engrenage criminel. Dans ce livre que vous signez avec 10 autres historiens et historiennes, vous vous attachez à essayer de comprendre cette opinion française. Comment vit-elle cette collaboration ? Mais aussi, vous exploitez des journaux intimes de grands témoins qui nous permettent aussi de comprendre l'intime de ce gouvernement et de comprendre les grandes décisions et parfois de mettre un peu plus de nuances dans ce qui se passe dans le noyau de ce régime de Vichy. C'est vrai c'est presque le schéma presque inconciliable de réussir à parler du haut et du bas en même temps. Oui, vous avez tout dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu raconter qu'une histoire du haut, c'est-à-dire on est dans les coulisses du régime, comment ils prennent le pouvoir, qui ils sont, comment ils évoluent. Donc c'est le maréchal Pétain, c'est le Pierre Laval, c'est l'amiral Darlan. C'est les trois noms dont on va sans doute le plus parler ce soir. Donc ils sont les trois noms associés à ce régime, les trois noms principaux. On n'a pas voulu que rester avec eux dans les coulisses du régime, mais on a aussi voulu savoir comment ce qu'ils faisaient était perçu par le bas, par les Français moyens, comme on dit. Et alors pour ça, c'est difficile de savoir ce que pensent les gens. Et en fait, on s'est appuyé sur des grands témoins. Et ces grands témoins, ce sont des gens qui ont tenu leur journal. On voulait que ce soit vraiment des gens qui ont tenu leur journal sur le moment. Ce n'est pas des mémoires écrits après coup. On est vraiment sur le vif, ceux qui pensent, ceux qui écrivent. Donc on a cinq grands témoins. On pourra peut-être les citer. Ce pas des noms que les gens ont retenus. Peut-être le romancier Paul Morand. Mais les autres, je pense que personne ne les connaît. Hélène Opnaud, qui était une photographe, qui a tenu son journal. Maurice Garçon, alors un peu plus connu Maurice Garçon, parce que c'était un avocat célèbre. C'était un peu l'équivalent de Dupond-Moretti, si vous voulez, en termes de notoriété. C'est un avocat vraiment connu. Vous avez le pasteur Bogner, qui était le chef de l'église protestante. Je ne sais pas si aujourd'hui on sait qui est le chef de l'église protestante. C'est vrai que je l'ai découvert. Voilà, donc c'était une figure morale célèbre aussi à cette époque. J'oublie Léon Verte, qui était un écrivain et qui a tenu aussi son journal. Et ce sont des grands témoins qui ont eu le souci d'essayer de rendre compte de ce que pensaient leurs voisins, ce que pense leur concierge, ce que pense l'artisan du coin. Donc on est vraiment avec le ressenti de l'opinion populaire grâce à leur regard, et leur regard qui continue parce que tout le long de la période, ils tiennent leur journal. C'est pour ça que, comme vous l'avez bien résumé, on est toujours aussi sur ce que pensent les gens de cette politique qu'on peut qualifier de criminelle, clairement, en 1942. Et justement, on va en reparler parce qu'elle est criminelle, vous le disiez, et aussi,
Vous utilisez le mot dictature, parce que c'est vrai que souvent pour Vichy, on a parlé de régime autoritaire. Pourquoi parler de mettre en titre finalement l'histoire d'une dictature pour Vichy? C'est un choix que j'ai fait qui m'a paru absolument évident. Fin 2024, début 2025, on finissait la construction du livre, je rédigeais l'introduction, j'étais en train de finir aussi les chapitres sur ce que j'appelle le coup d'État juridique. Et je me rendais compte qu'en fait, c'était bizarre qu'on n'utilise jamais ce mot de dictature pour qualifier Vichy. C'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'il y a eu un coup d'État. Du jour au lendemain, les chambres ne peuvent plus se réunir. Il n'y a plus de liberté de la presse. Il y a des mesures répressives terribles. Et pourtant, on a ces petites réticences encore à qualifier de dictature. Alors, c'est lié au fait que le maréchal Pétain, on le voit, il a 84 ans, c'est un bon pépé. On ne se dit pas c'est un dictateur. Je pense qu'il y a une dimension affective aussi. Mais surtout, c'est lié au fait que je pense que, j'en discutais du coup avec des collègues qui sont enseignants, dans le secondaire, vous vous rendez compte dans les manuels scolaires, ce qu'on donne aux élèves, on dit toujours régime autoritaire, c'est mou quand même. Et on me dit oui, mais c'est parce que en fait, régime autoritaire, dictature, c'est synonyme pour nous. Mais en fait, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, régime autoritaire et dictature, c'est plus synonyme. Et c'est ça qui est frappant. Et c'est pour ça que quand Trump est arrivé au pouvoir, qu'on a vu ce tournant, c'est quand même... On voit bien qu'il met en cause la démocratie dans son pays. On voit bien que la démocratie, elle vacille. Mais les États-Unis, d'autres pays, deviennent des régimes autoritaires, mais ils restent des démocraties. Et je crois que c'est cet entre-deux bizarre dans lequel on est dans plein de pays au monde, où on voit que l'état de droit est attaqué, on voit que les libertés publiques sont attaquées, et pourtant on n'est plus au XXe siècle. On passe plus comme ça du jour au lendemain de l'état de démocratie à l'état de dictature. Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on avait du mal à qualifier correctement Vichy, parce que dire régime autoritaire, ça permettait de faire comprendre. Mais aujourd'hui, on voit des régimes autoritaires, et pour autant, c'est pas des dictatures. Voilà. Et ça nous fait revoir, vous voyez, le présent nous fait revoir autrement le passé. Et aujourd'hui, c'est évident qu'en 2025, on doit qualifier Vichy de dictature, parce que régime autoritaire, c'est trop mou par rapport à ce qu'on voit quand vous regardez l'Inde, que vous regardez la Turquie, que vous regardez Israël, que vous regardez les États-Unis. Ce ne sont plus vraiment des démocraties. Et pourtant, c'est pas des dictatures non plus. C'est pas des dictatures. Vous avez encore des élections, vous pouvez encore manifester, vous avez encore une presse libre. Voilà, c'est ça qui nous a fait... qui nous fait... Et vous voyez que ça nous permet vraiment de comprendre ce qui différencie notre 21e siècle du 20e siècle. 20e siècle, vous avez des coups d'État, quand vous avez un changement de régime, c'est du jour au lendemain. Voilà. 21e siècle, on est dans autre chose. Ouais, c'est ça, une plus de nuances, enfin un nuancier peut-être un petit peu plus... C'est plus progressif, ça se délite plus lentement. Regardez ce qui se passe en Amérique latine, où on a, là, si vous suivez l'actualité dimanche, on va sans doute avoir au Chili l'extrême droite qui va revenir au pouvoir. Ce sont les héritiers du dictateur Pinochet. Et maintenant, c'est par la démocratie qui gagne. C'est par des élections qui reviennent. En Amérique latine, au XXe siècle, on faisait des coups d'État. Voilà, c'est des dictatures militaires. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, l'extrême droite revient au pouvoir en Amérique latine par les élections. Voilà. On voit que les États-Unis, c'est par des élections qu'on a quelqu'un qui est vraiment un ennemi de la démocratie, Trump, qui n'aime pas ces régimes-là. On voit Vance, il déteste la démocratie. Et donc ce dénigrement de la démocratie qu'on voyait dans les années 30 en Europe, au XXe siècle, ça conduisait à des dictatures, et aujourd'hui ça conduit à ces régimes un peu hybrides. Voilà, c'est tout ça qu'aussi Vichy c'est hyper intéressant. On réfléchit aussi parce sur que ça. Pour le coup, j'en discutais avec Nicolas Patin, et c'est vrai que notamment dans ces régimes-là, il y a un rapport à la violence dans ces sociétés du XXe siècle qui sont beaucoup plus présentes aujourd'hui, enfin beaucoup plus présentes avant. La Première Guerre mondiale est une matrice énorme de cette violence, avec ces armes qui se retrouvent comme ça en Allemagne, mais en France aussi. En Espagne, il y a beaucoup de violence. En Italie, où finalement le régime de Mussolini sort directement des tranchées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés qui semblent moins violentes. Et
j'en discutais avec Nicolas, il me disait peut-être qu'aujourd'hui, notre rapport à la vérité peut être comparé un peu à notre rapport à la violence dans les années 30. C'est-à-dire que notre rapport à la vérité, il peut être un petit peu ténu, mal assumé, comme la violence. Les nazis, par exemple, utilisaient la violence en Allemagne. Ils disaient oui, mais on fait ça un petit peu, nous, pour mater les communistes. Enfin, on utilise la violence comme un objet, comme aujourd'hui, on utilise la vérité comme un objet. Et je trouvais que sa comparaison, en tout cas, les discussions qu'on avait un peu à bâton rompu comme ça, était assez intéressante et amenait cette forme de... Je l'avais vu et effectivement, c'est une idée assez brillante. Et parce qu'effectivement, on est dans une presse, quand on regarde aujourd'hui les médias, que vous regardez CNews, c'est d'une violence terrible, avec laquelle on peut comparer la presse des années 30 et parfois même certaines propositions paraissent encore plus violentes. Pour autant, on n'appelle pas à la mort des gens, ce qu'on faisait dans les années 30. Vous avez plus, dans nos démocraties en crise, malgré tout, on n'a pas cette violence politique qu'on voit dans la France des années 30. Dans la France des années 30, en 34, le 6 février 1934, vous avez une émeute antiparlementaire, vous avez une quinzaine de morts. Vous avez des communistes qui vont se taper sur la tronche de fascistes en 36, en 37. Vous avez 2 morts, 3 morts. C'est inimaginable aujourd'hui d'avoir ça en France, à Paris. Voilà, c'est impossible. Donc, il y a effectivement une violence politique qui est beaucoup plus présente, avec des ligues qui sont armées. Alors, on les désarme en 1936, au moment du Front populaire. Mais oui, on a une violence qui est beaucoup plus symbolique aujourd'hui. Dans les mots, dans la vérité, dans le rapport à la vérité. Et un rapport, effectivement, et une manière de manipuler les symboles qui est beaucoup plus trompeuse aujourd'hui, où aujourd'hui, l'extrême droite peut dire qu'elle n'est pas l'extrême droite. En fait, l'extrême droite, c'est l'extrême gauche. À l'époque, les camps sont plus identifiés, plus tranchés. Et c'est même aujourd'hui notre époque qui, a posteriori, rejuge des fois certains positionnements d'il y a 80 ans en disant non mais les nazis étaient peut-être de gauche au final parce qu'il y a quand même social dans leur nom, quoi. Enfin, même nous aujourd'hui on rejuge l'histoire alors qu'eux ils étaient en mode ah non mais nous on est de droite. Enfin, et on a même des gens qui vont vous expliquer il y a un jeune comme vous qui est prof et qui, alors il est pas sur Twitch mais il est sur les réseaux sociaux, je ne sais pas sur quoi, sur YouTube. Ouais, c'est Yann Toucourt, il me semble. Yann, avec qui vous avez écrit un chapitre dans son ouvrage. Tout à fait. Et Yann, il m'avait appris, quand j'ai participé à son bouquin, qu'il y avait sur Internet un fake qui circule. On a publié la photo d'ailleurs dans le livre, où on voit le gouvernement de juillet 40, le gouvernement de Vichy, c'est l'union des droites, ils viennent tous de la droite. Tous ceux qui sont sur la photo, c'est des gens, ils sont de bonapartistes. Enfin, c'est toutes les sensibilités de la droite et de l'extrême droite. Et sur les réseaux sociaux, on nous explique qu'un tel vient de la CGT, qu'un tel vient de l'extrême gauche. J'ai été sidéré de découvrir en tapant... Je ne sais pas si j'arriverai à trouver rapidement l'image, mais oui, c'était Vous mettez 1940 Vichy gauche. Ouais, gauche, j'essaie de trouver... Et vous trouvez cette espèce de faux... Ouais, et voilà. Donc en fait, c'est une image qui a, je pense qu'on a. En 1940, c'est vrai que là-dedans, ils étaient tous de gauche. Et c'est sidérant. Moi, j'ai fait récemment un post sur Facebook parce qu'il y avait Bardella qui nous avait expliqué que Vichy, c'est les socialistes qui ont voté les pleins pouvoirs, etc. Bon, c'est sidérant. C'est sidérant, cette espèce d'idée reçue. Et quasiment tout ce qui est marqué là est faux. Oui. On est dans l'invention pure et simple. Et ça, c'est vrai que c'est notre époque. On est vraiment ce qu'on dit, la post-vérité. Voilà. Mais c'est vrai qu'on voit des choses, et ça va être amplifié avec l'intelligence artificielle, que l'intelligence artificielle parfois provoque de véritables aberrations. Et vous avez... Et vous regardez YouTube de temps en temps ou pas encore? C'est vrai, je regarde... Il y en a quand même qui commencent déjà à utiliser, à faire des fausses... Enfin, ce que ça pose comme problème sur les archives, sur l'animation des... Enfin bref, c'est dingue. Donc c'est dingue. Donc on est vraiment dans un... Mais ça veut dire que, justement, on va avoir de plus en plus besoin d'historiens pour démêler le vrai du faux, parce qu'on n'est plus simplement dans de la falsification, on est dans la possibilité de produire vraiment des choses qui sont inventées et qui sont... Enfin, c'est vertigineux. Comme parfois, on voit des choses. Si on n'est pas spécialiste du sujet, on se dit, bah oui, cette image a vraiment existé.
ça va être de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux. Bah, c'est exactement ça. C'est très, ça va être, en tout cas, ça va être la question de notre temps, la question autour de la vérité. Et il va falloir former aujourd'hui. On a des cours de sciences physiques, on a des cours de maths, on a des cours de français. Il faudra des cours sur l'IA, sur l'usage de l'Internet, et que ce soit des matières assez costauds au niveau du collège et du lycée. C'est un véritable défi qui est là devant nous. En tout cas, on a presque commencé par la troisième partie que j'avais, mais c'est parfait, c'est excellent. C'est le but de ce genre de live, c'est d'avoir cette vivacité, de pouvoir passer d'un sujet à l'autre. Mais on parlera, la troisième partie portera encore sur les résurgences de Vichy, parce qu'il y en a, et dans l'actualité récente, il y en a eu un sacré exemple. Mais j'avais quand même envie de comprendre et de discuter avec vous sur qu'est-ce qui a rendu Vichy possible. Merci à ceux qui nous rejoignent d'ailleurs. Bienvenue. Je rappelle, je suis avec Laurent Joly, donc directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire de Vichy, et donc qui, je le rappelle, sort un ouvrage chez Talandier, Vichy, l'histoire d'une dictature. Si jamais des gens demandent qui est l'invité, etc., vous avez la commande !invité où tout est résumé. Donc bonjour et installez-vous évidemment. Je voulais commencer, on va dire, par le début, finalement, Vichy, parce que finalement, comment est-ce que Vichy a pu advenir, puisque c'est vrai que finalement, on est en juillet 40, la France vient de se faire balayer en à peine un mois par l'Allemagne d'Adolf Hitler, et va s'installer donc une dictature en France. Alors que pourtant, 4 ans auparavant, c'était le Front Populaire, c'était l'Union des gauches. Comment ça s'est mis en place finalement en 4 ans comment ça s'est passé? C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, Vichy ne sort pas juste de la défaite. Donc il y a la défaite, c'est vrai que c'est un traumatisme absolu, et un choc. Et en fait, on a depuis des années une crise politique, parlementaire, économique, sociale. Et c'est un peu comme aujourd'hui, si vous voulez, dans ce moment de crise, vous avez la droite extrême qui monte, l'extrême droite classique qui s'effondre, la gauche qui peine à continuer à exister, qui trahit un peu son projet politique, un renversement à la Chambre, puisque le Front Populaire a gagné les élections en 1936, mais vous avez le centre-gauche qui était allié aux socialistes et aux communistes, qui a basculé avec le centre-droit. Donc vous avez une politique qui se mène au centre droit, et ça crée pas mal de frustration. Donc retenez cette situation de crise. Mais vous avez deux choses plus importantes que ça encore. La première, c'est que on est dans un pays dans lequel on a fait la Révolution française, voilà, 1789. On est le pays qui a offert au monde finalement un nouvel idéal qui s'est répandu. Mais quand on va regarder l'histoire du XIXe siècle, on voit que cette République, elle a été rapidement renversée, qu'on a eu Napoléon, qu'il a créé une nouvelle dynastie, un nouveau pouvoir, qu'il y a eu la Restauration. Donc il faut imaginer que vous avez les 2 frères de Louis XVI qui vont régner après 1815. Ouais. Donc la Restauration, ça crée une tradition, puis ils sont renversés. Vous avez une nouvelle monarchie qui naît. Bref, la République, quand elle va s'installer enfin dans les années 1870, elle a contre elle, elle a des opposants. Ouais. Elle s'installe plus ou moins facilement, mais il y a une tradition contre-révolutionnaire qui n'accepte pas la République. Donc ça, c'est quelque chose qui reste dans notre vie politique. Il y a une droite, une extrême droite. Alors, les choses sont assez simples quand on parle de droite et d'extrême droite jusqu'au XXe siècle. Ceux qui sont de droite et ceux qui sont pour un roi, voilà, ou pour un empereur, Bonaparte. Il y a 3 traditions dynastiques, pour résumer. La droite est contre la République et la gauche est pour la République. Oui. C'est simple, ça. Ouais, évidemment, après on a du mal à se préfigurer aujourd'hui parce que ça semble tellement installé que... Mais fin du XIXe siècle, vous avez une partie de la droite qui est de plus en plus va se rallier à la République. Donc on va parler de rallier. Et en fait, la droite classique telle qu'on la connaît, elle accepte la République. Elle n'aime pas trop les idéaux des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. C'est pas trop son truc, mais elle accepte la République. Voilà, et elle est dans la défense sociale, c'est-à-dire qu'elle a peur de ce qui
qui se passe à la fin du 19e, c'est qu'on a la naissance du socialisme, il y a une gauche révolutionnaire, et on a peur de ce mouvement social. Il y a un mouvement ouvrier qui naît, et donc les anciens royalistes, la droite aussi, qui est catholique, qui est très, très puissante, la tradition catholique, elle sera liée à la République. Donc on a une droite parlementaire qui est là, donc, mais bon, elle accepte la République, mais pas tellement ses idéaux. Ouais. Donc voilà, et c'est cette droite ralliée, en quelque sorte, c'est cette droite qui n'aime pas la gauche, qui, par rapport aux idéaux de la République, elle est un peu gênée aux entournures. C'est elle qui va si facilement se rallier, qu'on va retrouver à Vichy. Donc finalement, Vichy, c'est beaucoup ça. Oui. Mais regardons un peu la carte de l'Europe. Hier soir, vous parlez de Franco. Tout à fait. Vous regardez la France en 1940, vous voyez que vous avez des dictatures partout en Europe. Complètement. Voilà, c'est l'Europe des dictatures. Vous avez l'Italie fasciste en 1922. Vous avez l'Allemagne nazie en 1933. Alors ça, c'est vraiment des dictatures fascistes. Mais c'est pas vraiment ça qui va être le modèle de Vichy. Le modèle de Vichy, ça va être plus le Portugal de Salazar, autre régime autoritaire, dictature militaire, le national-catholicisme de Franco. Alors là, ça, c'est lui qui recueille le plus de suffrages dans la droite et l'extrême droite française. C'est un bon modèle, dictature militaire qui s'appuie sur l'Église catholique. Voilà plutôt les modèles de ce que vont être les modèles de ce que vont être les dirigeants de Vichy. Le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, comme on dit, conservateur, pas un homme d'extrême droite, Pétain, mais conservateur, qui en 1936 est paniqué, il a 80 ans en 1936, il est paniqué à l'idée que le Front populaire va gagner les élections et il va donner son opinion. Il va soutenir Franco, il va même être envoyé comme ambassadeur de France en Espagne en 1939. Ouais, parce qu'on se dit, si on envoie à l'Espagne de Franco un homme aussi prestigieux que le maréchal Pétain, ça va nous permettre d'avoir des liens, parce que bon, quand même, la République française a plutôt soutenu les Républicains, même si ça n'a pas été un soutien militaire. Il y a quand même, le Front populaire, soutient le Front populaire, oui, même, ça, si ça exactement. va pas être une aide militaire. On est prudent. Mais Franco, ça lui plaît pas trop, le Front populaire en France. Donc on envoie Pétain en 1939 en se disant que ça va amadouer Franco. Et Pétain, il arrive là-bas, pour lui, c'est un modèle. Hein, et ça lui donne des idées, d'ailleurs, en plus. Hein. Donc voilà, voyez un peu ces tendances-là. Il y a un contexte européen qui est celui des dictatures, et c'est pas pour rien que le mot qui va être le mot à la mode à Vichy en juillet 40, c'est celui d'ordre nouveau. Il y a un ordre nouveau. Il y a une Europe des dictatures, et la France, elle doit s'insérer là-dedans. C'est ça le plan. Le plan. Et puis, il y a cette tendance contre-révolutionnaire, cette tradition-là qui va aussi inspirer, et c'est vraiment la revanche contre le Front populaire et la revanche plus large contre la République. C'est vraiment ça, politiquement, Vichy. C'est très intéressant, cet aspect sur cet horizon très contre-révolutionnaire et cette ambiance qui plane dans les années 30. Et dans l'ouvrage et dans le premier chapitre, justement, comment finalement Vichy a pu arriver, a pu exister finalement, cette dictature, eh bien vous redéterrez un sondage, c'est même, on va dire, une sorte de référendum, ils appellent ça, du Petit Journal. Donc le Petit Journal, pour vous replacer, c'est un journal de droite de l'époque et qui, dans ses colonnes, donc c'est un gros tirage, hein, c'est 300 000 personnes qui lisent quotidiennement, si je ne dis pas de bêtises. Même plus, parce que ça, c'est les ventes. Il y a toujours plus de personnes qui lisent un journal qui l'achètent. Donc oui, c'est une forte diffusion, c'est plusieurs centaines de milliers de lecteurs. De lecteurs chaque jour. Et donc, dans ces colonnes, il commence à partir de la semaine le jour du 20 novembre 1934, un référendum. Faudrait-il un dictateur ? Mais qui ? Et donc, il va y avoir comme ça une cinquantaine de personnages qui vont être égrenés pour les lecteurs et qui vont dire, on va poser la question, voilà, qui vous voyez potentiellement, si on devait avoir un dictateur en France, évidemment, à l'instar de ce qui se passe en Allemagne à ce moment-là,
parce que il y a encore dans les numéros précédents du Petit Journal, il y a déjà des éditos sur ce qui se passe en Allemagne, sur le contexte politique européen, sur du coup qu'est-ce qui pourrait en advenir en France. Et donc évidemment, il y a des noms qui s'égrènent comme Pierre Laval, comme le maréchal Pétain. Et c'est Pétain qui va déjà arriver en tête de ce référendum en 1935 du coup. Tout à fait. Alors, ce qui est assez marrant, c'est une petite anecdotique, mais on voit Maurice Garçon, le célèbre avocat, à droite, là, et c'est l'un de nos 5 grands témoins dans le livre. Donc c'est fou qu'il soit là. C'est le hasard. C'est dingue. Vous avez eu la bonne idée de tirer ça. Et oui, il y a vraiment cette espèce d'admiration d'une partie de la droite et de l'extrême droite française par rapport au modèle étranger, où on arrive à mater l'extrême gauche, les communistes, qui sont un danger pour eux. Et donc, cette idée qu'il nous faudrait un dictateur aussi en France. Voilà, mais qui ? Alors, ce qui est assez frappant dans les noms qui sont mis en avant, c'est que, et c'est là où la France, on la sent pas complètement mûre, et il y a une recherche d'un dictateur, mais un dictateur convenable. Et alors, Pétain, il va avoir le plus grand nombre de suffrages parce que Pétain, on le voit pas comme un homme dangereux pour la République. Donc on veut un dictateur, mais en même temps qui puisse être aussi un peu républicain. Donc vous voyez que c'est la conclusion de ce référendum. Elle est mitigée. Et d'ailleurs, il conclut en disant bon, finalement, le résultat, c'est que les Français, ils aiment la République. Vous voyez, mais ils veulent pas encore prêts, mais donc, voilà, ils veulent plus d'autorité. Et ça correspond vraiment à la mentalité d'une partie de l'électorat français qui, ça va pas l'empêcher de voter pour le Front populaire en 36. Donc on voit que cette tendance-là, elle est là, mais on voit que les 2 premiers noms qui arrivent en tête, c'est Pétain. Donc déjà, il a déjà été dans un gouvernement d'union nationale après la crise de février 34, quand il y a eu les émeutes anti-parlementaires et quand même 15 morts sur le carreau. Hein. C'est pas rien, oui, tout à fait. cette grande manifestation. Donc après, on avait créé un gouvernement d'union nationale autour du président Doumergue. Et Pétain avait été dans ce gouvernement d'union nationale. Pierre Laval avait été dans ce gouvernement d'union nationale. Donc on voit que la droite classique, c'est à elle qu'on pense. C'est à elle qu'on pense pour voilà, le dictateur qu'on imagine, c'est plutôt un papy qui est rassurant. Donc, vous voyez que le choix de Pétain. Donc là, vous voyez dans ce gouvernement, vous voyez déjà Laval, vous voyez Pétain, vous voyez déjà Pétain, Adrien Marquet aussi, qui seront à Vichy. Donc, on voit que 34, voilà, il y a déjà différents aspects de ce que va être Vichy qui sont là. Mais on voit que les gens qui sont les plus liés à l'extrême droite en 1934, le général Végan, le colonel de la Roque, les Croix de Feu, on voit qu'ils n'ont pas beaucoup de suffrages dans ce référendum. Donc c'est l'enseignement de ce référendum, parce que ce premier ballon d'essai pour un dictateur en France, on voit que mais c'est intéressant parce que ce qui va permettre à Pétain d'accéder au pouvoir en 1940, c'est qu'il n'est pas simplement porté par l'extrême droite, Pétain. Il est porté par bien plus de gens que ça en France. Et il est capable de rallier derrière lui les modérés, la droite classique. C'est ça qui distingue Pétain. Il n'est pas vu comme un factieux. Il n'est pas vu comme un dictateur en puissance. Il est vu comme quelqu'un qui pourra redonner plus d'autorité au pays. Vous voyez, c'est cette demande d'autorité qui est là, mais qui fait que la France n'est pas quand même mûre pour le fascisme. Et la preuve, c'est que le fascisme ne va pas s'imposer en France. En 1936, on vote pour la gauche. Voilà, et en 1940, quand on regarde la composition du gouvernement, quand on regarde ce qu'est Vichy, c'est vraiment classiquement l'union des droites. On a des gens qui viennent de l'extrême droite, mais c'est d'abord et avant tout des traditionalistes. Et la dimension fasciste, elle est très minoritaire dans Vichy. On n'a qu'un seul fasciste, en fait, en 1940, c'est Adrien Marquet, qu'on voit déjà là en 1934, et qui a rompu avec la gauche, qui a rompu avec le Parti socialiste, et qui, lui, est vraiment un fasciste. Quoi. Ordre, nation, autorité, à la fois nationale, sociale. Enfin bref, lui, il est tout à fait retourné
est fasciné par Hitler, quoi, par l'Allemagne d'Hitler. Il se dit, moi, je vais être un peu, vous voyez la petite moustache, je vais être un peu l'Hitler français, quoi. Ah, c'est lui qui voilà, oui, c'est lui. On l'aurait pas remarqué, c'est vrai que c'est dingue. On va en parler, Gilda, effectivement, de ce qui va se passer en juillet 40 à l'accession au pouvoir de Pétain. Mais vous parliez effectivement que Pétain, finalement, n'est pas si inactif que ça dans l'entre-deux-guerres et qu'il a finalement une activité politique. Même s'il a un peu cette façon, cette figure d'autorité. Est-ce qu'on sait ce qu'il pense déjà à ce moment-là politiquement? Ah oui, on sait ce qu'il pense. Parce qu'il ne vote pas, on le rappelle, en tant que militaire, il n'a pas le droit de vote, mais quelle est sa conscience politique à ce moment-là? Alors normalement, effectivement, même si évidemment il n'est plus à la tête de l'armée, il a 80 ans en 1936, il avait 78 ans en 1934, donc vous voyez on imagine un dictateur qui serait très âgé. Hein. Et c'est d'ailleurs l'une des limites. On se dit, c'est pas possible qu'un jour cet homme-là arrive au pouvoir, ce serait bien quand même. Alors il est porté par le mouvement ancien combattant, mais le mouvement ancien combattant à droite. C'est l'Union nationale des combattants. Il y a 2 grandes associations d'anciens combattants. Et on voit qu'en 1936, parce qu'il y a la peur du Front populaire qui va peut-être gagner les élections, il va tenir des paroles publiques. Pétain, normalement, il a tenu un certain devoir de réserve. Alors ça reste assez discret, ça reste assez soft, mais il s'inquiète pour la liberté des Français. Vous voyez, c'est assez marrant. Quelqu'un qui, en 40, va restreindre la liberté des Français. En 36, il s'inquiète de la liberté des Français. Et merci de s'inquiéter. Et il dit que, en gros, il fait savoir que son idéal politique, c'est en quelque sorte les Croix de Feu. Les Croix de Feu, c'était cette ligue anti-parlementaire et qui va, dirigée par le colonel de Larocque, mais qui sont plus modérés que d'autres ligues. Donc on voit qu'il s'inquiète pour le Front populaire et il a quand même une intervention politique pour soutenir les Croix de Feu. Et on voit que ses prises de position le situent à droite, très clairement, du champ politique. Donc on sait clairement ce qu'il pense. Le Front populaire, c'est pas une bonne chose pour le pays, ça va être mauvais pour la liberté des Français. Et petit coup de pouce aux Croix de Feu. Voilà la position de Pétain. Et puis, évidemment, quand il est envoyé en Espagne, voilà, on l'envoie auprès du général Franco. Donc, vous voyez que c'est pas complètement neutre, même si Léon Blum, qui est le leader des socialistes, dit c'est un maréchal républicain, et c'est presque un trop beau cadeau. Mais vous voyez, c'est un peu de la démagogie. C'est un peu pour dire, on envoie à Franco un homme politique, et un homme prestigieux. Et c'est vrai que Pétain est très prestigieux en France. Enfin, c'est sans doute... on ne faisait pas encore les sondages où on a chaque année le top 50 des personnages les plus populaires de France. Mais si on l'avait fait, ça n'aurait pas été l'abbé Pierre ou Jean-Jacques Goldman en tête, ça aurait été Pétain. Il aurait été sans doute très haut. C'est vraiment un homme très populaire parce qu'il a ce côté... Voilà, c'est un beau vieillard, il parle toujours de manière assez modérée. Et puis, il est le dernier grand vainqueur de la Première Guerre mondiale. Je n'ai pas donné votre adresse, mais il y a 3-4 grands maréchaux de France. Merci. Dont certains, dont tous, les 3 autres ont encore plein de noms, plein d'avenues à leur nom. Il n'y a plus de rues, de boulevards, d'avenues Maréchal Pétain. Mais voilà, c'est le dernier qui reste, les grands vainqueurs de la guerre. Et il y avait un culte autour de ces grands vainqueurs, Foch, Joffre, et Pétain, c'est le seul qui reste. Donc il y a aussi ce lien avec la France, c'est un pays qui reste très marqué par la Première Guerre mondiale. Et Pétain, voilà, a cette popularité aussi liée à la Première Guerre mondiale. Les poilus, les anciens combattants, les anciens combattants dans la vie politique et sociale française, c'est considérable, c'est des millions de personnes, avec leurs femmes, avec leurs enfants. Donc le milieu ancien combattant, ça va être la base du régime de Vichy. C'est vraiment, vous avez anticipé une de mes questions justement sur cette importance-là, parce qu'on en parle énormément quand on parle du fascisme italien, quand on parle du nazisme. C'est vrai que pour le coup, les Croix de Feu aujourd'hui en France, en tout cas l'impact des anciens combattants de la Première Guerre mondiale sur ce que va advenir Vichy est quelque chose, je trouve, dont on parle pas assez. Donc c'était important d'en parler. Justement, on situe un peu mieux la personnalité de Pétain. On voit la place qu'il a, alors que pour l'instant, la France vit dans les années 30 une période politique compliquée, mais en tout cas, on va dire qui continue. On arrive en juillet 40. Le 10 juillet 40, donc la France a été vaincue par l'Allemagne, et on va demander donc au Parlement de voter
pour les pleins pouvoirs à Pétain. Mais qu'est-ce qu'on vote exactement à ce moment-là, pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que, à ce moment-là, les parlementaires qui vont... alors, tout le monde ils vont pas voter à l'unanimité, mais presque. Qu'est-ce qu'ils vont voter à Pétain à ce moment-là? Alors, on lit souvent que on a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Et que c'est même la Chambre de la Troisième République, du Front Populaire, pardon, qui a donné les pouvoirs à Pétain. Les pleins pouvoirs à Pétain. Alors, ce qui s'est passé, ce qu'on explique dans le livre, c'est que c'est un véritable coup politique d'un opportuniste qui s'appelle Pierre Laval. Pierre Laval, on risque pas de procès là sur Twitch. Aucun souci. C'est un peu l'équivalent, je veux pas du tout que ça paraisse comme péjoratif et comme une comparaison insultante pour Nicolas Sarkozy, mais c'est un peu en termes de notoriété, d'importance politique, c'est un peu le Sarkozy de l'époque. Vous voyez un peu le personnage. Il écrit des bouquins après avoir été en prison aussi, ça? Alors, il n'écrit pas des bouquins après avoir été en prison, mais c'est le leader de la droite. Voilà, c'est l'un des grands leaders de la droite parlementaire. Je ne vais pas dire que Sarkozy est affairiste, mais Laval est affairiste. Vous voyez un peu cette réputation de type qui est là, qui tient un peu, et qui veut toujours être du côté du pouvoir et qui est prêt à tout pour être du côté du pouvoir. Vous avez vu Sarkozy, je soutiens Macron quand il faut, s'il faut dire du bien de l'extrême droite. Du côté Manuel Valls aussi. Voilà. Non, parce que lui, vraiment situé. Alors, si vous voulez, il vient de la gauche. C'est vrai, Laval. Voilà. Côté Manuel Valls. Il vient de la SFIO. Donc, voilà, c'est un personnage un peu comme ça, vous voyez, de quelqu'un qui veut toujours être aux manettes. Voilà, c'est ça, Laval. Vous voyez un peu ce personnage-là, incontournable, toujours là, toujours à essayer, un affectif, un ego surdimensionné, et un homme qui ne supporte pas de ne plus être au pouvoir depuis 1936. Voilà. Il est dans quasiment tous les gouvernements depuis la fin des années 20. Il a été président du Conseil. Donc, président du Conseil, on est entre aujourd'hui président de la République et Premier ministre. Hein. C'est lui qui dirige le pays. Hein. C'est pas le président de la République sous la troisième. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a eu les plus hautes responsabilités, qui a même été homme de l'année en 1931. Vous voyez un peu le personnage. Quand même. Donc et il a une revanche à prendre. C'est un extraordinaire manœuvrier politique et il va utiliser la situation de chaos, il va utiliser les liens qu'il a autour du maréchal Pétain, parce que Laval, il n'est pas populaire. Pétain, lui, il a toute la nation derrière lui. En plus, Pétain est au pouvoir, c'est le dernier président du Conseil de la Troisième. Et il va profiter de ce chaos, alors que la France aurait peut-être autre chose à faire. On est au 3/5e occupé, on a subi une défaite terrible, on a des millions de réfugiés sur les routes. Et Laval, il va rien trouver de mieux, cette idée de faire réunir les chambres, parce qu'il a en tête de réussir un coup, le coup de sa vie. On va changer d'institution, je vais revenir au pouvoir. Voilà ce que veut Laval. Et donc, en trompant un peu tout son monde, en jouant de la popularité extrême du maréchal Pétain, de cette espèce de traumatisme, il va mentir un peu à tout le monde, raconter des bobards. Bref, je ne vous raconte pas les détails, ils sont marqués dans le livre, mais on a l'impression d'être dans un roman. On se dit comment il va réussir. Et en jouant d'un proche de Pétain qui s'appelle Raphaël Alibert et qui, lui, rêve de restauration monarchique, lui, il veut prendre sa revanche sur 1789. Laval, lui, prend sa revanche sur 36. Faut lâcher le morceau. Mais Alibert, lui, il rêve de restauration royale. Bref, ces deux hommes vont s'entendre. Et ils arrivent à faire un coup qui fait que on donne au maréchal Pétain les pleins pouvoirs constituants. C'est-à-dire que le maréchal Pétain va avoir mandat de la nation de proposer une nouvelle constitution autour de travail, famille, patrie. Bref, c'est un grand enfumage. Et on pense que ça va être une nouvelle constitution qui sera traditionnaliste. Voilà, c'est le programme de la droite qui rêve de restauration, mais c'est pas les pleins pouvoirs. C'est les pleins pouvoirs pour faire une constitution. Voilà. Et de ce mandat-là, et alors là, les parlementaires, ils vont être coincés parce que Pétain, il est très populaire. Donc on se dit, si on vote pas les pleins pouvoirs constituants à Pétain, on va avoir le peuple contre nous. Quoi. Donc, mais il y a aussi une atmosphère d'intrigue, de menaces, aux gens de gauche. Laval dit, moi, je veux défendre la République parce qu'il y a peut-être un risque de coup d'État militaire. Aux gens de droite, c'est le programme dont vous rêvez. Bref, vous voyez, comme ça, il arrive. Et donc, effectivement, le jour du vote, 10 juillet 1940, on n'avait que 80 parlementaires
qui devinant quand même qu'il y a une dictature qui se prépare, hein, c'est le mot qui est dans l'air. Il y a plein de gens qui comprennent, enfin non, pas tant que ça, mais 80 qui comprennent, donc vous allez avoir 12% seulement des parlementaires, 80, qui vont voter contre ces pleins pouvoirs. Mais ce qui est fou, c'est qu'à partir de ce vote, qui remet donc effectivement les pleins pouvoirs constituants à Pétain, le lendemain, vous avez un véritable coup d'État juridique. Alors, coup d'État juridique, je reprends les termes d'un grand juriste qui va rejoindre le général de Gaulle à Londres, qui s'appelle René Cassin. C'est le nom du collège dont vous parliez tout à l'heure, collège René Cassin. Exactement. Et donc, grand juriste. Et René Cassin parlera de coup d'État juridique parce qu'effectivement, c'est un coup d'État juridique. À partir de cette base légale, il y a bien une base légale, les pleins pouvoirs constituants, il y a un coup d'État, il y a un coup de force. Et ce sont les pleins pouvoirs effectifs que le maréchal Pétain s'octroie de lui-même. C'est Raphaël Alibert, avec sa culture juridique d'Ancien Régime, nous, maréchal de France, enfin, comme nous, Louis XIV, nous, maréchal de France. Donc, il devient président de la République. Il y a un président de la République, il est viré. Enfin, c'est vraiment incroyable. Ah oui, d'accord, c'est on vraiment... y pense, c'est dingue. Président de la République, on lui demande poliment de rentrer chez lui. Qui était Albert Lebrun. Le président Lebrun, vous voyez, le bon président Lebrun. Alors, on a une histoire avec Albert Lebrun sur cette chaîne. On l'embrasse, mais donc, il était là, Albert Lebrun. Et donc, merci, Albert Lebrun, il faut s'en aller. Voulez-vous bien rentrer chez vous Pétain devient chef de l'État, président du Conseil. Donc, il a les pouvoirs également législatifs. C'est un acte constitutionnel qui donne à Pétain... Donc, vous n'avez plus d'assemblée, c'est fini. Voilà, ces parlementaires qui pensaient... C'était à eux, normalement, de... la constitution que le maréchal Pétain aurait dû proposer à la nation, elle aurait dû être soumise aux chambres. Les chambres, vous rentrez chez vous, vous aussi, parlementaires. Les pleins pouvoirs, donc, législatifs. Et puis, en plus, 4e acte constitutionnel du 12 juillet 1940, Pétain nomme un successeur. Et qui est ce successeur? C'est Laval. C'était ça le but de l'opération. C'est dingue. Donc, on change totalement de régime. Il n'y a plus de république. Et on est dans un régime monarchique dans lequel Pétain, 84 ans, a nommé un successeur, un dauphin, Laval, 57 ans. Ah oui, donc vraiment, en plus, Laval, il se dit, bon, 84 ans, si tout se passe bien dans cette nouvelle Europe, ça devrait... c'est ça, c'est fou quand même. Exactement ça. C'est fou. Et je pense qu'on oublie parfois l'énormité de ce qui s'est passé en juillet 40. C'est vraiment un coup d'État. C'est vraiment un coup d'État, c'est un coup magistral. Et dans cette sidération ambiante, Laval a... Et en fait, souvent, quand on va sur Wikipédia, on nous dit que Laval, c'est un gouvernement Laval. On lit même, pas du tout. Laval, la seule chose qu'il a obtenue de ce moment juillet 40, c'est qu'il est nommé successeur de Pétain. Mais en fait, le gouvernement qui est constitué le 12 juillet 1940, c'est un gouvernement Pétain. Oui. Quand vous lisez gouvernement Laval, c'est pas vrai. C'est Pétain qui nomme, c'est vraiment Pétain qui a tous les pouvoirs à ce moment-là et qui nomme un gouvernement à sa main. Et Laval, il voudrait placer des amis à lui, parce que quand même, pour l'aider à duper les parlementaires, il y a eu des gens qui se sont agités pour l'aider. Et en fait, il arrive à nommer personne. Oui. Et c'est vraiment un gouvernement Pétain, mais Laval a obtenu, c'est quand même énorme, d'être le successeur de Pétain. C'est fou. Il y a Tibbs dans le chat qui pose une question. Est-ce que c'est vrai que la femme de Paul Reynaud a eu un rôle important dans le choix de Pétain pour lui succéder? Alors, c'est vrai que la femme de Paul Reynaud, qui était ancien alors c'est président pas la femme de Paul Reynaud, c'est la maîtresse de Paul Reynaud. Soyons précis. Donc là, on est dans le roman. Alors, elle va décéder d'ailleurs d'un accident de voiture quelques jours après, mais en juin 40, effectivement. Alors, la maîtresse de Paul Reynaud, alors je crois qu'il finit par se marier avec. Bref, je me rappelle plus exactement ce qui se passe. Mais Hélène, oui, c'est ça. Hélène Deportes. Effectivement, elle. Désolé la qualité, messieurs. Elle est très liée au milieu plutôt réactionnaire. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, elle va pousser comme ça un certain nombre de favoris. Et c'est vrai qu'on considère parfois qu'elle a eu cette influence-là. Et c'est vrai que Paul Reynaud, quand il est président du Conseil, en mars 1940, il va faire rentrer des gens que Hélène Deportes apprécie et qui finalement vont le trahir et vont rejoindre le clan Pétain. Parce que, évidemment,
Paul Reynaud, quand il fait rentrer Pétain dans le gouvernement, il a l'idée de booster le moral de la nation. Pétain, on l'a dit, il est très populaire. Donc... Mais seulement ce que Reynaud ne sait pas, c'est que tous ces gens-là complotent entre eux. Et qu'il va y avoir un clan au sein même de son gouvernement, appuyé par sa maîtresse. Voilà, donc c'est tragique ce qui se passe. Parce que Paul Reynaud, il était prêt à lutter, il était prêt. Et d'ailleurs, au départ, le gouvernement était prêt. C'est ça qui aurait dû se passer normalement. Parce que là aussi, mesurons l'énormité de ce qui s'est passé. Parce que la France, elle avait énormément d'atouts. Le pays, on aurait pu capituler, on aurait pu et faire comme le gouvernement belge, le gouvernement hollandais. Enfin bref, tous les gouvernements vaincus, soit ils sont allés à Londres, soit, comme au Danemark, ils ont fait un gouvernement d'union nationale. Nous, ce qu'on a fait en France, c'est que, d'une part, on n'a pas utilisé les atouts qui nous restaient. On n'est pas allé à Londres, on n'est pas allé en Afrique du Nord, ce qui était prévu. Et en plus, contrairement aux autres vaincus, on a fait de la revanche politique. Vous voyez, c'est quand même dingue. Donc, on a utilisé la défaite, ils ont utilisé la défaite pour prendre la revanche sur 1789, prendre la revanche sur 36. C'est vraiment ça, le moment juillet 40. Donc, le pauvre Reynaud, il a été vaincu, il a laissé la place à Pétain le 16 juin 1940. Et Pétain, contrairement à ce que Reynaud pensait, à 84 ans, il avait une ambition politique. Voilà. Et Hélène Deportes, c'est vrai qu'elle avait soutenu. Et comment est-ce que ça va être reçu par l'opinion publique parce que évidemment, on est à ce moment-là dans un moment de grande confusion, de grande tension. Il y a à ce moment-là, il y a des milliers de Français qui sont sur les routes, des millions de Français qui sont sur les routes. Donc effectivement, j'imagine qu'il y a du soulagement quand même parce que s'ensuit évidemment, avec l'arrivée de Pétain au pouvoir, il y a évidemment l'armistice qui va être signé ensuite. Donc il y a quand même il y a du soulagement dans l'opinion publique à ce moment-là. L'opinion publique en juillet 40, elle est totalement sonnée. Imaginez, la France est une nation paysanne. Vous avez 1,5 million de prisonniers de guerre. Donc, imaginez, ça fait des mains en moins dans les fermes, des millions de gens sur les routes, l'exode, des gens qui sont pris dans une cohue folle, qui souhaitent, et ça, il y a vraiment une reconnaissance que les Français vont avoir à l'égard du maréchal Pétain, on souhaite la fin de la guerre, soulagement de l'armistice, et ouf. Voilà. En plus, la France, le territoire français conserve une zone libre. Vous avez les 2/5 du pays qui restent, qui ne sont pas occupés. Ça, c'est le seul, finalement, bénéfice de l'armistice par rapport à la capitulation, parce que la capitulation, ça aurait été l'occupation entière du pays. L'armée allemande aurait occupé probablement l'ensemble du territoire métropolitain. Donc, on se dit, Pétain, il a limité les dégâts et on lui est reconnaissant que plus de guerre sur le sol de France. Voilà. Ça, en plus, une certaine animosité à l'égard de l'allié britannique. On considère qu'ils nous ont laissé tomber, les Britanniques. Il y a eu Dunkerque, ils ont rapatrié leurs soldats, ils nous ont un peu laissé tomber, ou ils n'ont pas été vraiment très... Puis il y a surtout eu Mersel-Kébir, où le gouvernement britannique a considéré que l'armistice mettait en danger leurs intérêts et que la marine française, qui était restée intacte, était susceptible d'être prise par les Allemands. Et donc, ils ont bombardé à Oran, en Afrique du Nord, en Algérie. Il y a eu vous voyez cette photo terrible où les Britanniques ont demandé aux Français de leur donner les bateaux. Les Français ont dit non, on veut pas, et donc ça a fait je sais plus combien de centaines de morts, 1600 je crois. 1600 morts. Ouais. 1600 mon arrière-grand-père était à Mersel-Kébir pour le coup. Il était sous-marinier à Mersel-Kébir à ce moment-là. Ouais. Donc c'est un choc, dans l'opinion publique. Et ce choc-là, on est le 3 juillet 1940, donc c'est juste avant et Laval va en jouer. Laval évidemment, Vichy va en jouer. Regardez, machin. Il faut que la France. On se fait tirer dessus par les Anglais. Voilà, sûr. Donc c'est tout ça qui fait que, sur le moment, l'opinion publique n'est pas choquée de ce changement des institutions, ne comprend même pas l'ampleur de ce qui se passe. Oui. Et donc n'a pas vraiment conscience du fait que, ça y est, on est en dictature. Voilà, bien sûr. Et cette prise de conscience-là, elle va prendre du temps. Mais l'opinion publique,
parce que c'est intéressant l'opinion publique, parce qu'on voit vraiment que ce gouvernement, il a tablé sur le fait que la France allait devenir une sorte de province favorite de l'Allemagne conquérante en Europe. On est convaincu que, parce que à partir de l'été 40, il y a ce qu'on appelle la bataille d'Angleterre. Tout à fait. Et donc, on est convaincu à Vichy, et c'est vraiment le parti pris initial, que l'Angleterre ne va pas tenir. Voilà. Et que l'Allemagne, c'est vraiment une affaire de semaines. C'est vraiment ça. En fait, on ne peut pas comprendre Vichy si on ne voit pas que l'armistice, c'est provisoire, que bientôt ce sera la paix. Laval est persuadé qu'avec son génie diplomatique, il négociera de bonnes conditions de paix pour la France. Donc cette attente de la paix, de la France qui arrivera à tirer son épingle du jeu dans cette Europe allemande, c'est ça l'horizon. Et tout est fait pour faire en sorte que la France se retrouve dans la meilleure situation, d'où cette volonté très vite de collaborer. Il ne faut pas simplement être des occupés, soumis avec l'armistice, les Allemands en zone occupée qui nous imposent des choses. Il faut essayer de dealer politiquement. Vous voyez, c'est pour ça que la révolution nationale de Pétain et la collaboration de Laval sont imbriqués tout le temps. Parce que, d'où cette volonté de nouer des contacts, cette poignée de main, octobre 40, Pétain qui serre la main de Laval, de Hitler. Voilà, on essaye et les Allemands, ça peut aussi les intéresser parce que les Allemands, ils ont besoin d'une France qui reste stable. Il y a la bataille d'Angleterre qui se continue. Alors en octobre 40, elle est perdue, mais il y a Dakar, il y a d'autres choses en Afrique. Bref, là, l'Allemagne peut se dire peut-être qu'une France qui nous aide, ça peut. Donc, vous voyez, et alors ça a profondément choqué l'opinion française. Cette photo, ça a été montré à l'époque. Les gens, ils n'ont pas la télé. Hein. On lit la presse et on va au cinéma. C'est les deux seuls moyens de s'informer. À l'époque, tout le monde va au cinéma et avant les films, il y a les actus ciné. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Après, il y aura le journal de 20h, puis aujourd'hui, des gens s'informent sur Internet, sur partout, mais à la radio. Mais à l'époque, c'est les actus ciné et c'est le journal. Donc, imaginez cette photo que vous allez au ciné, vous voyez ça, vous lisez votre journal, vous voyez ça. Pétain serrant la main à Hitler. À Hitler, qui était l'ennemi héréditaire, le barbare 4 mois avant, et maintenant on lui serre la main. Là, c'est le premier grand décrochage de l'opinion publique à l'égard de Pétain. Comment est-ce qu'on peut le sentir, ça ? Il y a des rapports. Il y a des rapports des préfets, généraux. DRG. Okay. DRG, c'est la base. Voilà. Et puis, vous avez ensuite des synthèses préfectorales. Ouais. Donc, tout de suite, Pétain sait que l'opinion ne suit pas. Wow. Alors même que Pétain assume publiquement, l'annonce publiquement, en disant, voilà, c'est ma politique. La collaboration, c'est ma politique. C'est moi seul que l'histoire jugera. J'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Voilà, il y a vraiment cette idée qu'il y a un ordre nouveau, que la France doit bien s'insérer. Et Pétain, contrairement à ce qu'on dira après la guerre, il s'y engage pleinement. Et très vite, il se rend compte que ça. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? C'est ce qu'on fait quand on voit que politiquement, on a un problème. On trouve un fusible. Et le fusible, ça va être Laval. Il va renvoyer Laval en décembre 40. Il va le remplacer par un nouveau dauphin. Un nouveau successeur qui sera l'amiral Darlan. On va en parler parce que c'est très intéressant parce qu'après il y aura le retour de Laval, aussi. Mais il y a aussi, j'avais rencontré un certain monsieur Turcot qui était ancien combattant de 1940, ancien combattant français de 1940, et qui, quand je lui parlais, du coup on lui avait posé la question, je lui ai dit mais du coup Pétain, qu'est-ce que il dit en fait nous, le souvenir lui qu'il avait de cet événement, que donc il avait combattu pendant toutes ces périodes de la drôle de guerre, il était sur la ligne Maginot, il disait on voyait les Allemands, on se faisait coucou de chaque côté de la frontière, avant que du coup ça déclenche. Ce monsieur s'est battu en mai-juin 40, et quand on leur a dit de déposer les armes pour qu'ils puissent rentrer chez eux, il nous a dit on a été livrés aux Allemands, parce qu'en fait on leur a dit non, vous livrez les armes mais vous rentrez pas chez vous. On prend l'armée française et les soldats français, on les envoie en Allemagne. Et donc du coup c'est vrai que en tout cas il y avait une vraie aigreur de la part de lui, et peut-être d'autres aussi, envers Pétain à ce moment-là, en tout cas envers Vichy, puisqu'il disait, mais en fait, ils nous ont livrés, et ce monsieur, après, a passé tout le reste de la guerre en captivité. Oui, c'est un point important et qu'on oublie parfois sur Pétain.
et qui doivent aussi nous faire réfléchir sur à qui on confie le pouvoir politique. La politique, c'est un métier. Les amateurs en politique, des gens qui n'ont jamais vraiment fait de politique et qui se retrouvent avec des hauts postes, c'est dangereux. Et c'est ce qu'on a vu avec Pétain. C'est-à-dire que Pétain, quand il est nommé président du Conseil, le lendemain, il prend la parole à la radio, 17 juin 1940, et il dit, alors que les combats continuent, il dit je vous demande de cesser le combat. Mais les combats, ils n'ont pas cessé. On n'a pas capitulé. Et donc, il y a un flottement incroyable parce qu'en fait, ce que Pétain veut, c'est obtenir un accord politique. L'armistice, c'est politique. Mais le temps que les Allemands répondent, eh ben là, il va y avoir, à cause de cette déclaration d'amateur, de quelqu'un qui a écrit son discours rapidement, qui n'a pas réfléchi aux conséquences, eh ben, il y a une désorganisation incroyable. Et évidemment, Hitler, c'est un peu comme Poutine en Ukraine. On profite de de négociations, de trucs, et j'avance. Plus de morts, plus de prisonniers, débandade totale. Ça va durer jusqu'au 22 juin. Pendant 5 jours, on va faire des dizaines de milliers de prisonniers de guerre en plus, des centaines de morts en plus. Voilà, Pétain, juin 40. On voit déjà le grand professionnel. Donc ça, effectivement, vous avez des anciens combattants qui vont avoir la dent dure contre Pétain. Le monsieur avait la dent, à 104 ans, il avait la dent dure. Ils savent ce que ça a entraîné. Et en fait, dès le départ, c'est ça, Vichy. C'est ça, c'est des gens qui, en tout cas Pétain, qui n'a aucune expérience. Et ce Pétain-là, amateur, qui valide le pire, on le verra quand on parlera de 42. Donc, c'est cette espèce de cliché de notre vie politique. En fait, il vaut mieux, ce que Pétain avait, il vaut mieux confier les ministères à des gens qui ne sont pas des politiques, mais qui sont des techniciens. Enfin, non, la politique, c'est un métier. Il faut des gens qui savent ce que c'est. Bon, vous me direz, Laval, c'est un vrai politique. Il va magouiller, mais il y a vraiment ces deux aspects. Ces deux aspects-là, ce mélange de ce cynisme politique, de ce qu'elle a de plus bas avec Laval, et d'amateurisme total, ce qui est le cas de naïveté même de ce qu'est Pétain, c'est vraiment la marque de ce qu'est Vichy. Mais on va en parler parce que on a commencé un petit peu à esquisser ce qu'était avec Laval, toute cette partie de la collaboration, on va y revenir. Mais aussi, il arrive aussi au pouvoir avec, en tout cas, il porte cette idée de la révolution nationale, de régénérer la France. Qu'est-ce que c'est que cette révolution nationale, d'où elle vient, et dans son gouvernement, est-ce que tout le monde la porte d'une manière à l'unisson, justement? La révolution nationale, c'est comme aujourd'hui cette offensive qu'on voit dans les médias Bolloré. Il y a l'envie d'un grand changement. Il y a un reset, et c'est ça la révolution nationale. La France doit revenir à ses traditions. Il faut un pouvoir fort. Et le mot, d'ailleurs, existe déjà dans le vocabulaire politique, dans la droite dure, travail, famille, patrie. Vous voyez, ces notions-là sont déjà travail, famille, patrie, c'est le slogan des Croix de Feu du colonel de Larocque. Ah oui, déjà. Oui, c'était donc on reprend ce programme-là de l'extrême droite, classique. C'est ça la révolution nationale. Donc, on veut plus d'autorité. On a des boucs émissaires. On veut renvoyer de la fonction publique les fonctionnaires qui ne sont pas d'origine française, qui sont déloyaux, qui sont dangereux politiquement. On supprime la franc-maçonnerie, parce qu'on considère que la franc-maçonnerie, c'est une influence nocive. On a déjà l'idée d'un statut des Juifs, mais ça, c'était déjà dans l'extrême droite. Voilà, en fait, Vichy, c'est fondamentalement l'application du programme de l'extrême droite par des gens qui ne sont pas tous d'extrême droite. Voilà, c'est l'Union des droites qui applique le programme de l'extrême droite. C'est ça, la révolution nationale, avec aussi plein de fantasmes sur l'internationalisme, la démagogie, les congés payés. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est la France, elle s'est traînée dans la fange à cause du Front populaire. On a trop réclamé, on a trop joui, on a trop profité. C'est
Et on veut revenir sur ça. Et redonner aux Français le goût du travail, le goût de l'effort, le goût de la famille, parce que le Front populaire, il aurait sali tout ça. Donc il y a vraiment cette on est vraiment dans une révolution conservatrice, comme on dirait aujourd'hui. C'est ça la révolution nationale. C'est intéressant de revoir de voir revenir ce programme de droite. Et justement, pourquoi est-ce que on peut pas parler pour autant on parle de dictature, mais pas pour autant de pouvoir fasciste. Qu'est-ce qui fait que ce pouvoir, on peut pas le qualifier de pouvoir fasciste, justement, ce pouvoir de Vichy? Parce qu'on a des fascistes, ils sont là, hein, ils sont actifs, ils s'inspirent de l'Allemagne nazie, ils voudraient créer un régime fasciste en France. On a Jacques Doriot, qui a créé le Parti populaire français en 1936. Vous avez Marcel Déat, qui lui, au moment des journées de juillet 40, c'est un député, ce qu'on appelle un néo-socialiste, donc il va vraiment finir pro-nazi et être le leader de la collaboration à Paris. Eux, l'idée qu'ils ont, et d'ailleurs il va y avoir une déclaration qu'ils vont essayer de faire discuter au moment de ces débats en juillet 40, ils veulent créer un parti unique. Voilà, il y a il y a ça quand même. Modèle. Et ça, c'est vraiment un marqueur du fascisme. Créer un parti unique et aller marquer aussi, propose ça, un ordre nouveau vraiment inspiré du nazisme. Et c'est pas cette option-là que retient Pétain et que retient également Laval. Ils n'ont pas besoin de ça, ils veulent pas de ça. Voilà. Donc on va pas imiter comme ça, on va pas créer un parti fasciste et finalement on va s'appuyer sur des forces traditionnelles. Vichy va s'appuyer sur le monde ancien combattant, sur toutes ces associations qui existent. Voilà. Et c'est des millions de gens quand on va au-delà des anciens combattants eux-mêmes, leurs familles. C'est ça la base sur laquelle Vichy va s'appuyer. Donc il y a un refus du totalitarisme, pour reprendre des termes de Charles Maurras ou du colonel de Larocque, qui vont vraiment dissuader Pétain de créer un parti unique. Et c'est parce que justement on se posait un petit peu la question hier avec les gens du chat, puisqu'on a regardé ce documentaire sur Franco et aussi sur et à quel point est-ce que Franco dans son régime va utiliser l'Église et comment l'Église va utiliser aussi Franco pour reprendre la place qu'elle n'avait plus au sein de la société espagnole. Comment est-ce que Vichy utilise l'Église? Alors l'Église catholique, c'est un pouvoir fort en France au XIXe siècle, puissant, et qui évidemment la République a fortement entamé son pouvoir dans l'école, son pouvoir sur les âmes. Il y a la séparation entre l'Église et l'État qui a été votée en 1905. Avant cela, la nationalisation de l'école, étatisation de l'école. Bref, l'Église a un peu une revanche à prendre sur la République, même si elle s'est ralliée à la République. Le pape en 1891 avait incité les catholiques français à se rallier à la République. Donc l'Église s'est ralliée à la République malgré tout, mais il est resté quand même un fond réactionnaire chez beaucoup d'évêques et d'archevêques, est resté aussi une sorte de rancune à l'égard de la République. Et donc, l'avènement du régime de Vichy, c'est une divine surprise pour l'Église de France. Et donc l'Église catholique, qui normalement est tenue à devoir de réserve, évidemment, va quand même s'engager et va soutenir le régime avec des paroles fortes, avec le chef de l'Église de France, c'est le primat des Gaules, comme aujourd'hui, mais le primat des Gaules à l'époque a beaucoup plus d'importance. Il s'appelle le cardinal Gerlier, donc archevêque de Lyon. Et Gerlier, en plus, il a un tempérament politique, parce que c'est un homme qui, à l'origine, est un avocat et qui est rentré tardivement, après la quarantaine, dans les ordres, enfin, qui est devenu un clerc après un âge assez mûr. Donc, il a cette formation d'avocat. C'est un vrai politique. Et lui, il va tenir des paroles fortes de soutien
L'Église, la France, c'est Pétain. Pétain, c'est la France. Oui. Voilà, c'est l'une des formules qu'il va utiliser. Et puis surtout, Vichy s'appuie sur l'Église, va soutenir l'enseignement privé. Enfin voilà, et donc l'Église est vraiment l'un des piliers de la Révolution nationale dans un pays qui reste encore catholique. Vous avez encore 40% de la population française qui va à l'église tous les dimanches. Voilà, c'est un taux de mésalliance qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. Donc, en grande partie, l'opinion publique, c'est l'opinion catholique. Oui, voilà, c'est ça. Il y a là donc c'est avec le monde ancien combattant, c'est la base du soutien au régime. Du soutien Donc là, il y a un vrai parallèle avec l'Espagne. Avec l'Espagne de Franco. Avec l'Espagne, on a aussi en France une forme de national-catholicisme qui peut définir ce qu'est le régime de Vichy. Et d'ailleurs, pour Pétain, le modèle, c'est pas l'Allemagne nazie, et c'est pas l'Italie fasciste, c'est pas l'Allemagne d'Hitler, c'est pas l'Italie de Mussolini. Oui, c'est important de le dire. C'est le Portugal de Salazar, et c'est l'Espagne de Franco. Voilà, ce sont vraiment les deux modèles politiques de Vichy. Et si on doit rapprocher Vichy d'un régime, c'est Portugal de Salazar qui est le plus proche. L'Espagne de Franco, c'est un modèle, mais c'est encore plus le Portugal de Salazar. Donc vous voyez de quoi on peut rapprocher Vichy. Et de ces modèles. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, évidemment, j'espère que vous allez bien. Je le rappelle, on est avec Laurent Joly qui a dirigé l'ouvrage Vichy, l'histoire d'une dictature. Ça fait 1 heure qu'on parle et justement on essaie de... Je vois qu'il y a plein de questions. Oui, il y a plein de questions. Il y a une question qui revenait tout à l'heure sur des parlementaires de gauche qui ont amené Pétain au pouvoir. On en a parlé justement tout à l'heure. Et oui, j'ai vu qu'il y a une question sur les 80. Les 80 qui se sont opposés. Tout à fait, exactement. Tous de gauche. Et c'est normal. Hein, ce qui leur était vendu, c'était pas tout à fait ce qui correspondait à leurs idées. Et le seul député de droite, d'ailleurs, qui a voté contre les pleins pouvoirs à Pétain, le seul député de droite, c'était le grand-père de Charles de Courson. Ah, d'accord. C'est Charles de Courson, ce député lyote, et qui est un peu atypique. Oui, tout à fait. Donc c'est assez... et voilà, il y a une fidélité familiale, d'ailleurs, de sa part. Voilà. Et j'ai vu aussi une question sur les autres religions. Alors, dans le livre « Histoire de Vichy », l'un de nos 5 témoins, c'est le chef de l'église protestante. Et alors, évidemment, le protestantisme, c'est beaucoup moins de monde, mais ça reste une minorité religieuse importante. Alors, Bogner, il soutient Vichy. L'église protestante, Bogner, c'est le président des fédérations protestantes. Il soutient Vichy, il aime le maréchal Pétain, incontestablement, mais ça va être un soutien critique très vite. Oui. C'est très intéressant, d'ailleurs, dans son journal, de voir qu'il est choqué par les lois raciales, qu'il est choqué par cette dimension dictatoriale du régime. Il s'y attendait pas. Il s'y attendait pas. Ouais. Alors, il trouve que c'est bien le programme de la Révolution nationale, mais qu'il n'y ait plus de liberté publique, ça lui pose problème. Et puis, alors, les mesures contre les Juifs aussi. Il y avait une question sur quelqu'un, c'était Rocky Strango qui pose une question justement pour revenir sur les anciens combattants de 1914. Comment en fait Vichy arrive à faire cette pirouette pour s'appuyer sur les anciens combattants, bonne question. alors qu'il collabore avec l'Allemagne qui était l'ennemi d'hier, quoi. C'est le problème majeur de Vichy, c'est que sa politique, elle marche vraiment sur 2 jambes. C'est la Révolution nationale et c'est la collaboration. Le monde ancien combattant, il soutient la Révolution nationale, mais très vite, il est choqué par la politique étrangère du gouvernement. Cette politique de collaboration suscite très rapidement, parce que j'ai oublié de dire une chose très importante, c'est qu'on n'a pas créé de parti unique, mais on a créé une organisation de masse. Un chapitre dans le livre de Anne-Sophie Anglaré qui montre bien que voilà, le royaume du maréchal, la zone libre, il y a toute une vie politique militante qui naît autour d'une organisation qui s'appelle la Légion française des combattants. C'est l'organisation de masse de Vichy, c'est toutes les associations d'anciens combattants de 14-18 et de 39-40, avec en plus, très rapidement, ce qu'on va appeler les volontaires de la Révolution nationale, donc la Légion française des combattants et les volontaires de la Révolution nationale, donc les enfants des anciens combattants, des militants qui ont envie de soutenir Pétain. Bon, donc vous voyez que c'est l'organisation de masse de Vichy. Eh bien, nous explique Anne-Sophie Anglaré, très vite,
il y a une forme de désaffection parce que ce monde d'anciens combattants, il peut pas soutenir ça. Il peut pas soutenir Pétain, Hitler qui s'entendent. Donc là, et en fait, très rapidement, la Légion française des combattants va continuer. Hein, ça reste quand même des grandes manifestations. Voyez, mais là, octobre 43, vous n'avez plus grand monde. Oui. Et comme ça arrive quand vous avez une organisation de masse qui perd ses forces vives, c'est les plus durs qui restent. D'où la naissance d'un service d'ordre légionnaire qui va devenir la milice. Oui. Voilà, qui vient initialement de la Légion française des combattants, mais c'est les ultras des ultras. Ouais, c'est vraiment l'entonnoir. Voilà, c'est un entonnoir. Et on voit qu'ils viennent bien de là, la souche commune, mais c'est les durs qui resteront. Très bien. Il y a beaucoup de questions. Il y a des questions évidemment qui reviennent. Et en fait, on se rend compte que ce hoax, il a quand même été très présent et assez martelé sur les réseaux sociaux, sur les gens qui disent oui, ces députés de gauche qui ont tous voté pour Pétain les pleins pouvoirs, etc. Je vous invite à revenir en arrière sur le live, puisque nous en parlons quasiment au début, donc n'hésitez pas. Mais quand même bien dire, parce qu'on n'est pas là en train de dire que la Chambre du Front Populaire a été extraordinaire. C'est un effondrement général en 1940. Il y a aussi une manipulation, mais c'est d'abord et avant tout un effondrement humain où les socialistes en particulier se sont effondrés. Ils auraient dû être bien plus à soutenir Léon Blum et ils ont été que 30% des députés socialistes à voter contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. 70% ont voté pour. Parfois par antisémitisme, parfois par lâcheté, parfois parce qu'ils étaient nazifiés. Enfin, c'est un effondrement, mais malgré tout, ce sont eux qui ont le plus tenu. Oui. Voilà. Les députés de droite, ils ont voté à 100% pour Pétain. Voilà, les députés de gauche, socialistes, à 70%. C'est pas glorieux, mais c'est eux qui ont tenu. Et les 80%, les 80, c'est quasiment que... Alors, je voyais qu'il y avait les députés du Finistère. Effectivement, Gilda qui représente le Finistère. 7, oui, c'est vrai. C'est parti de ces... Il y a aussi des députés du Rhône qui ont majoritairement voté contre les pleins pouvoirs à Pétain. Il y a aussi les Pyrénées-Orientales. Enfin, il y a comme ça certains départements où, mais on se rend compte quand on regarde la couleur politique que ce sont d'abord et avant tout des socialistes. Et il y en a même, je crois, un ancien communiste, parce que les communistes, évidemment, n'ont pas participé au vote puisqu'ils n'étaient plus représentés à la Chambre à cause du pacte germano-soviétique. Ils avaient été exclus. Mais vous avez quelques anciens communistes qui n'avaient pas soutenu le pacte anti-germano-soviétique et qui étaient là. Je crois qu'il y en a un qui est du Finistère. On embrasse Gilda, évidemment, qui était sur le Finistère. J'espère que tu vas bien, Gilda, qui travaille sur les questions de résistance dans le Finistère, justement, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, très, très content de te voir avec nous ce soir. Il y a... on avance, justement, comme vous disiez, c'est vraiment... Vichy, c'est sur deux jambes. C'est la Révolution nationale, mais c'est aussi la collaboration. Et cette collaboration, elle va vraiment prendre un tournant majeur avec le retour de Pierre Laval aux affaires, avec notamment un discours qu'il fait en juin 42 où, je cite, il dit « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». C'est quand même un tournant assez fort parce qu'il est revenu aux affaires il y a que quelques mois maintenant. Comment est-ce que, déjà, dans le livre, vous parlez justement du contexte de cette phrase, qu'il va aller l'essayer un peu à gauche, à droite, en parler autour de lui, mais cette phrase, elle est quand même assez forte, mine de rien. Très forte, même, elle est folle. Oui, c'est un coup de poker. C'est un coup de poker, c'est un peu comme la dissolution et Macron en 2024. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui y croit, qui pense que c'est une bonne idée. Son entourage lui dit c'est peut-être pas la chose qu'il faudrait faire. Et le chapitre, d'ailleurs, est assez drôle, rédigé par Renaud Meltz, parce qu'on voit un homme qui est Laval, qui est totalement pris par sa confiance en lui-même, au point d'en être totalement aveugle sur les conséquences d'un tel acte. Parce qu'évidemment, quand vous dites aux Français, en juin 42, les Français, ils sont vraiment du côté des Alliés, ils espèrent vraiment que l'Allemagne ne va pas gagner cette guerre. Et ben, Laval, qui pense que ça va être pour lui un bon coup joué et que les Allemands vont lui être très reconnaissants et qu'il va obtenir beaucoup de choses des Allemands en retour, par une simple phrase, voilà, il la sort quand même. Alors que sa fille lui dit, fais pas ça, papa. C'est fou. Que c'est une très mauvaise tout idée. Le monde lui dit, c'est une très mauvaise idée. Oh Paul Morand
dont l'un de nos 5 grands témoins qui est dans son cabinet lui dit surtout ne faites pas ça, et il le fait. Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, ce serait le triomphe du bolchevisme. Les Français ils écoutent ça. Alors là, déjà Vichy n'était pas populaire, Laval n'était pas aimé, mais là c'est la haine brute. Et ça, les préfets le disent. Il y a une haine contre Laval. Et donc, c'est cet homme-là qui est vraiment qui a rompu tous ses vaisseaux, qui est dans une fuite en avant totale. C'est à ce même homme que les Allemands, 4 jours plus tard, vont demander de livrer des Juifs. Donc, vous vous doutez bien que vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller dans la voie du crime. Il va vraiment se mettre dans cette voie du crime-là parce qu'il y a quand même un événement qui arrive aussi de livrer des Juifs et avec quand même l'épisode qui est aujourd'hui très marquant, qui est la rafle du Veldiv de juillet 1942. Et vous le dites, c'est un épisode qui est une singularité dans l'Europe nazie, puisque ce sont exclusivement et uniquement des agents de l'État qui vont participer à aller rafler des Juifs à Paris. Oui, là aussi, parfois on oublie l'énormité de ce qui s'est passé. L'énormité qui consiste à demander à des policiers ordinaires, des gardiens de la paix, des inspecteurs, des écoliers, des élèves, des policiers en formation, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont mobilisés, des types qui ont 20 ans, 22 ans, et on va leur demander d'aller comme ça arrêter des femmes, des enfants au petit matin pour les déporter en Pologne, en pleine guerre, alors qu'Adolf Hitler a menacé d'exterminer les Juifs, que c'est des menaces publiques, et que les termes ont été publiés dans la presse collaborationniste parisienne. Donc, c'est énorme ce qui se passe. Et avec effectivement ce crime dans le crime qui va être, parce que tout ça s'est passé dans une urgence folle, de séparer les femmes, les mères, les parents de leurs enfants, de déporter des enfants dans des convois séparés. Enfin, c'est une telle ignominie. Ça n'a eu lieu qu'en France à l'été 42, parce qu'évidemment, ça a choqué l'opinion publique. Et après Vichy sera obligé de cesser ce type d'opération criminelle. Donc tout ça, c'est vraiment lié à ce moment de Laval revenu au pouvoir et qui est dans une fuite en avant collaborationniste, qui fait que quand les Allemands lui demandent ça, au lieu d'avoir la réaction normale, qui est d'ailleurs la réaction, parce qu'il y a un chapitre que j'ai rédigé dans ce livre, où je montre qu'en fait Laval ment, il ment tout le temps, il a menti. Il ment en juillet 40 pour arriver à faire son coup, et il ment 2 ans plus tard, en juillet 42. Il n'ose pas dire à ses collègues qu'en fait, il a pris une décision qui est folle, qui est exorbitante, et il dit « Ah ben non, je ne demande pas de décision. Ah ben non, je refuserai. » Et en fait, en moins d'une semaine, son chef de la police, René Bousquet, s'est entendu avec les Allemands pour leur livrer le nombre de Juifs qu'ils veulent. Le nombre de Juifs étrangers. Il y a plein de Juifs étrangers en France. On va vous les donner. Voilà le calcul de mais vous voyez, on est dans un truc qui a été fait. C'est un peu comme quand Pétain, en juin 40, ses paroles, voilà, là pareil, on est dans une improvisation, un amateurisme tout à fait insensé, et c'est ça qui amène le crime. C'est ça qui amène. Et il y a aussi toute la question de la marge de manœuvre de Laval, et il me semble que vous comparez avec le bourgmestre de Bruxelles, par exemple, qui dit non mais qui entre guillemets reçoit aussi une demande des Allemands pour livrer des Juifs. Absolument, cette comparaison elle est tout à fait pertinente, parce que on voit au même moment, parce que la politique nazie d'extension de la solution finale à l'Europe de l'Ouest, ça concerne 3 pays en même temps: la Hollande, les Pays-Bas, la Belgique et la France. La Hollande, elle est dans une situation qui n'est pas du tout la même. C'est déjà il y a une mainmise. Donc là, on convoque les Juifs. Les Juifs sont obligés d'y aller. C'est pas le même. Mais en Belgique et en France, on a là la même situation où les autorités allemandes dépendent du bon vouloir des Belges et des Français, parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes assez de policiers pour arrêter donc à Bruxelles. En plus, à Bruxelles, en Belgique, les Juifs, ils sont que dans 2 villes. Ils sont à Anvers, ils sont à Bruxelles. Et ils sont bien plus nombreux à Bruxelles. Donc c'est vraiment Bruxelles, c'est l'objectif. En France, l'objectif, c'est Paris. Paris, les Juifs, ils sont à Paris pour 80% d'entre eux en zone occupée. Vous avez 150 000 Juifs qui ont été recensés en 40. À Paris, 20 000 en province. Vous voyez qu'on a là vraiment une comparaison. Qu'est-ce qui se passe ? En Belgique, entièrement occupée, vous n'avez pas de gouvernement, donc c'est encore plus difficile de résister aux Allemands. Vous avez juste un bourgmestre. Et le bourgmestre de Bruxelles, qu'est-ce qu'il répond aux Allemands ?
début juillet 42, j'ai pas le droit de faire ça. Je peux pas mettre ma police à disposition de... Alors, si vous me dites, vous avez besoin, c'est la Convention de la Haye, il y a des troubles à l'ordre public, là, je peux, maintien de l'ordre, tout ça, l'armée d'occupation, pour la seconder, je peux. Mais arrêter des femmes et des enfants, si je fais ça, je risque d'avoir des problèmes avec la justice de mon pays. Je pourrais être poursuivi pour arrestation et séquestration arbitraire. C'est incroyable comme réponse. Voilà la réponse qui est faite. Vous voyez, lui, c'est pas un héros, hein. Le bourgmestre de Bruxelles, il fait juste du droit. D'ailleurs, c'est un juriste j'ai pas le droit. catholique. J'ai pas le droit. Voilà, il s'en réfère au droit. Voilà. Et les Allemands sont bien embêtés. Ils essaient de faire pression par l'intermédiaire du secrétaire général au ministère de l'Intérieur. On fait pression sur le bourgmestre. Puis 2 mois plus tard, le bourgmestre dit non, j'ai pas le droit. Je peux pas faire ça. J'ai vérifié, je vous jure, je ne peux pas le faire. Et en septembre 42, les Allemands sont obligés de faire eux-mêmes la rafle. Et vous comparez avec le bourgmestre de Anvers, qui lui est un collabo, qui lui met sa police à disposition, et ben vous voyez que le taux les 2 tiers des Juifs survivront à Bruxelles, et à Anvers, c'est le taux inverse. 1 tiers des Juifs seulement survivront à Anvers. Donc c'est incroyable. Et qu'est-ce qui se passe nous en France ? Nous, on a un chef de la police qui tout de suite dit d'accord, c'est René Bousquet, qui donne l'ordre au préfet de police donc d'obéir. On a une organisation de manière précipitée de la rafle, et on a cette horreur absolue qui est la rafle du Veldiv, et ce crime dans le crime, où on va arrêter des enfants avec leurs parents, on va les séparer, on va les déporter séparément. Voilà les conséquences de cette décision, où on n'a pas du tout cherché à gagner du temps, où on a improvisé cette opération monstre, ce que Bousquet a dit aux Allemands, il faut faire... Alors oui, Bousquet a été, après la guerre, bien protégé, puisqu'il va être acquitté en 1949 lors de son procès en haute cour. Vous voyez là une photo de Bousquet en haute cour. Il faut savoir que vraiment là, Laurent prend le contrôle du live, il lit les questions, il y a le chat, c'est parfait, c'est super. J'adore. C'est intéressant ces questions, parce que c'est vraiment un scandale absolu, Bousquet. Ouais, bien sûr. On parle souvent de l'épuration qui aurait été, est-ce qu'elle a été ratée, pas ratée, l'épuration en France, c'est-à-dire le jugement des collaborateurs en France. S'il y a vraiment un grand scandale, c'est Bousquet. Bousquet a été acquitté en 1949 pour service rendu à la résistance. Alors évidemment, il a retourné sa veste, Bousquet, en 1943. Voilà, mais en 1942, c'est le criminel en chef du gouvernement français. 12 884 juifs ont été arrêtés et hommes, raflés. Femmes et enfants. Raflés lors du Veldiv. On a souvent l'image du policier ou du gendarme de Vichy zélé. Là, j'étends un petit peu le scope de Vichy, mais est-ce qu'on arrive à se rendre compte à quel point est-ce que les policiers et gendarmes de ce moment-là ont été complices eux aussi, ont été zélés justement dans la mission qui leur a été donnée ? C'est une très bonne question que vous posez. Effectivement, il faut élargir le scope de Vichy, parce que longtemps, on a gardé cette idée de la France de Vichy où... En fait, il y a le gouvernement qui collabore, et puis l'administration suit, et les Français sont apathiques et disent rien. Bon, on a longtemps vécu sur cette idée reçue. Et en fait, la thèse qu'on développe dans le livre, c'est qu'il y a une sorte de zone grise au cœur même de l'État qui a tempéré cette politique criminelle de Vichy. Et quand j'avais fait mon livre sur la rafle du Veldiv, alors là, j'ai résumé dans le livre les principales conclusions, mais qu'est-ce que j'ai découvert ? On savait évidemment une grande partie des Juifs visés n'avaient pas été arrêtés, mais on ne connaissait pas l'ampleur de ces ratés, et on ne connaissait pas la question des marges de manœuvre des policiers. Et ça, j'ai pu explorer ça. 2 enseignements. Le premier, c'est que la rafle du Veldiv, le taux d'échec est des 2 tiers. C'est-à-dire qu'on visait en vérité, ça c'était un chiffre qui n'était pas connu avant mes travaux sur la rafle du Veldiv, on visait en vérité 35 000 personnes, hommes, femmes et enfants, et on en a arrêté entre guillemets que. Je dis que parce que c'est quand même la plus grosse opération qui a eu lieu contre les Juifs dans toute l'Europe de l'Ouest. Oui. Nulle part ailleurs, on a arrêté autant de gens en si peu de temps. Mais 35 000 personnes visées, 12 884 arrêtés, vous avez cité le chiffre. Donc c'est-à-dire que les 2 tiers des personnes visées ont échappé. Et pourquoi elles ont échappé à cette opération ? Eh bien, il y a plein de facteurs. Il y a un facteur géographique, social, les Juifs sont encore chez eux, il y a un environnement social qui est relativement protecteur, mais il y a aussi des flics
des policiers qui ont pas fait de zèle. C'est des agents ordinaires de l'État. Ça, c'est aussi une singularité de la mise en œuvre de la solution finale en France. On demande à des agents ordinaires de l'État de faire ça, et c'est pas des antisémites militants. Alors certains obéissent, certains sont salauds, certains vraiment font tout pour arrêter le maximum, mais plein d'autres sont gênés aux entournures. Ils ont 12 visites à faire parce que, en fait, chaque équipe d'arrestation, il y a 3000 policiers qui sont mobilisés pour arrêter les juifs. Donc, en gros, ils ont une douzaine de visites à faire chacun. Ces équipes, ils marchent par deux. Bon, certains vont dire je reviens. Enfin, il y a plein de possibilités. Et bon, voilà, j'évoque un certain nombre d'exemples, mais on se rend compte que ce paradoxe, c'est que c'est la plus grosse opération contre les Juifs en Europe de l'Ouest, et en même temps, c'est un semi-échec. Oui. Voilà. Et on voit que dès le début, en France, alors que c'est la première fois qu'on arrête des femmes et des enfants, il y a un effet de surprise. On vise aussi des populations fragiles. Ce sont des immigrés qui sont visés, ce sont des Polonais, donc des gens qui parfois parlent pas bien français, mais malgré tout, en France, en juillet 42, les 2 tiers des gens arrivent à échapper. Et ça, c'est un indicateur. Alors même qu'on a un État Vichy qui collabore à fond, on voit qu'il y a des possibilités de survie qui sont bien plus importantes qu'ailleurs, puisqu'au même moment, quand les Juifs en Hollande, ils sont soumis, et quand il y a une convocation des Juifs à Amsterdam, les trois quarts des Juifs, ils y vont. Enfin, vous voyez, la situation en France n'est pas la même aussi qu'aux Pays-Bas ou en Pologne, a fortiori, évidemment, où ils sont dans des ghettos. Voilà, à Amsterdam, il y a quasiment un ghetto. Oui, bien sûr. Et il y a aussi, vous aviez étudié, il me semble, c'est dans votre livre sur la rafle du Veldiv, même on a même les rapports sur l'efficacité, entre guillemets, de la rafle selon les arrondissements de Paris aussi, sur la rafle du Veldiv, avec des endroits un peu plus éloignés de Paris ou la banlieue, où peut-être qu'on a un peu moins de réseau de voisins, où du coup on était moins prévenus aussi. Tout à fait, et ça c'est assez fascinant de voir, et c'est contre-intuitif a priori, de se dire, plus on était près de la caserne de la Cité, la préfecture de police de Paris, dans les arrondissements centraux, où les gens sont plus concentrés, plus on a échappé à la rafle. Et plus on est loin, en banlieue, il y a 42% des gens visés qui sont arrêtés. Dans les 11 arrondissements centraux de Paris, 27%. Ouais, c'est dingue. 15 points d'écart. Donc c'est énorme. Hyper significatif d'un point de vue statistique. Voilà. Et donc c'est vrai que plus il y a de juifs, en fait, plus on a de voisins, plus on peut s'entraider, plus la rumeur s'est diffusée. Et plus on est loin, moins on va avoir tendance à croire en la rumeur, moins on va avoir de l'entraide possible. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, il y a plein d'autres facteurs qui jouent, mais ça, c'est important. Il y a Gilda qui pose une question, un mot sur les vichisto-résistants. Alors, cette notion de vichisto-résistant... moi, je la découvre, j'avoue, je ne la connais pas, cette notion de vichisto-résistant. Alors, c'est une notion, on parlait avant l'émission d'une historienne que vous aimez beaucoup, Bénédicte Vergès-Chaignon, tout à fait, qui est dans le livre, qui a fait le dernier chapitre du livre. Bénédicte Vergès-Chaignon a fait un livre, je crois pas dire de bêtises, qui s'appelle Les Vichistos-Résistants. Et alors, Vichistos-Résistants, c'est à la fois une légende et une réalité. Il y a effectivement des partisans de Pétain qui sont devenus résistants et qui même, en 40, 41, pensaient pouvoir concilier le soutien à la Révolution nationale et la résistance à l'allemand, qui ont caché des armes en zone libre. Voilà, mais c'est quand même assez marginal au bout du compte. Les vrais vichisto-résistants mais il y a eu comme ça des cercles, des courants. Mais Pétain lui-même, l'entourage de Pétain, vous n'avez pas beaucoup de vichisto-résistants. Oui, c'est plutôt marginal. Voilà. C'est plutôt marginal. On a parlé effectivement par l'exemple un petit peu de la rafle du Veldiv, de cette collaboration sur la solution finale qui a été mise en place, où du coup Bousquet, sa police ont été très zélés. Mais il y a aussi autre chose, il y a une autre composante de cette collaboration, c'est aussi ce que va d'abord instaurer Laval sous le nom de la relève, puis ensuite le STO, qui est un peu aussi pour moi l'exemple de cette incapacité à avoir l'impression qu'on peut négocier, qu'on a cette capacité de négociation, mais qu'en fait on n'a aucune marge de manœuvre en réalité. La seule marge de manœuvre qu'on a, c'est de faire obéir l'administration
Et là, il y en a pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Ouais. Effectivement, Laval avait dit, moi je reviens au pouvoir, je vais négocier avec les Allemands, je vais obtenir des choses, mais avec moi, il n'y aura jamais de réquisition forcée. Et puis il fait la réquisition forcée quand il faut faire réquisition forcée. Voilà. Et donc, c'est la soumission en obtenant très peu de choses en retour. Alors, la relève, c'est l'escroquerie totale. C'est un ouvrier spécialisé, 3 ouvriers spécialisés qui partent et un prisonnier de guerre échangé en échange, voilà, qui arrive en échange. Mais très vite, ça suffit pas. Ça suffit pas. Et donc, on arrive à la vraie réquisition forcée, c'est-à-dire que c'est des ouvriers qui doivent partir. Et bientôt, donc des ouvriers spécialisés, bientôt, c'est la réquisition par classe d'âge. Ouais. On va prendre des jeunes gens, la classe d'âge 1920, 1921, 1922. Et donc là, l'opinion publique est choquée, mais ce qui est l'une des révélations du livre, c'est que jusqu'à l'été 43, en gros, ça marche. Que les gens, ils n'aiment pas le gouvernement. On a vu que la politique étrangère, elle n'est pas soutenue dès 40, qu'en 42, on n'en a pas parlé, mais il y a eu un choc dans l'opinion publique. Ces arrestations de femmes, d'enfants, séparations, ça a profondément choqué l'opinion publique. Il y a eu des protestations des évêques publics, voilà, donc ça a été Mais bon, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on a désobéi massivement. Il y a eu des policiers qui n'ont pas arrêté des juifs, je vous ai dit que c'était... Mais il y en a quand même aussi qui ont... Et pour le STO, là, au début, c'est du 100% d'efficacité. C'est tout à fait impressionnant. Les Allemands n'en reviennent pas. Comment le gouvernement fait pour être aussi efficace? Il y a 100 000 personnes qui partent en janvier 1943, 150 000 février-mars 1943. Donc c'est spectaculaire. C'est du 100% d'efficacité. Et on est encore à un taux très élevé au printemps 1943. Donc, vous voyez, 250 000 prisonniers, c'est vraiment des chiffres qu'on peut mettre en avant et un succès pour Vichy, mais en même temps un échec flagrant parce que le gouvernement est immensément populaire et n'obtient pas grand-chose des Allemands. Donc, les Allemands disent bravo Vichy, ils prennent, mais en retour, pas grand-chose. Donc c'est un échec, c'est une amertume et c'est un gouvernement qui devient de plus en plus répressif. Et en plus de ça, qui devient de plus en plus répressif, puisqu'avec le STO, on va jeter aussi plein de jeunes hommes vont partir dans le maquis aussi. Donc en fait, ils vont se créer aussi un problème à partir de là. Absolument. Donc à partir de l'été. Alors au début, les maquis, ça vient pas tout de suite. La population est assez sidérée et a tendance à obéir. Mais effectivement, printemps 43, surtout l'été 43, vous avez les maquis. Oui. Alors ces maquis, ils sont un peu désorganisés, mais ils sont pris en charge par la résistance. Ça fait la résistance voilà. En même temps, ça désorganise. En même temps, c'est potentiellement aussi des gens qu'on va pouvoir utiliser s'il y a un soulèvement. Oui. Et donc, il faut une répression du maquis. Enfin bref, c'est la fuite en avant du régime, mais aussi un régime qui comprend l'été 43 que l'Allemagne va probablement perdre. Et ils comprennent ils le comprennent tous. Ouais, l'été 43, là quand même, vous avez eu Stalingrad, vous avez eu Kursk, et puis surtout l'Italie. L'Italie, le grand conseil fasciste qui renverse Mussolini, une volonté de retournement d'alliance, et le grand conseil fasciste qui se dit qu'il faudrait peut-être négocier avec les Américains. Il y a le débarquement allié en Sicile. Bon, Mussolini est remis en selle par Hitler, mais on est dans un régime fantoche. Donc là, vous comprenez que les carottes sont cuites. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, Laval va dire non aux Allemands pour certaines choses. Laval va refuser de livrer des dizaines de milliers de Juifs naturalisés, alors qu'il les aurait livrés sans aucun problème, et d'ailleurs qu'il était encore prêt à les livrer en avril 1943, qu'il avait même signé leur dénaturalisation collective. Puis finalement, il dit aux Allemands, non, je vais pas faire passer cette loi, j'ai pas compris que vous vouliez les arrêter, il joue à l'imbécile. Oui. Bousquet, qui était si zélé en 1942, commence à montrer des muscles et à s'opposer aux Allemands. Et les Allemands obtiennent sa tête et le font renvoyer. En décembre 1943, il est remplacé par le chef de la milice,
à la tête des polices françaises d'Arnan en fin 1943. Donc on voit que les gens intelligents à Vichy ont compris que c'était fini. D'où cette fascisation. Et finalement, on s'en remet à la milice parce que c'est les jusqu'au-boutistes. Ouais. On ira... Puis après, il y aura l'épisode de Sigmaringen jusqu'au bout. Voilà, et il y aura on cet voit que épisode ça un devient peu... grotesque. Oui, complètement. Et c'est des gens qui étaient là, qui espéraient avoir le pouvoir. Les Doriot, les Brinon. Et les Allemands, ils n'ont vraiment jamais voulu miser sur eux parce que c'était des gens qui étaient des ultras. Ils auraient favorisé une guerre civile. Est-ce que Mussolini... Il y a Teco qui demande quel était le rapport de Vichy avec Mussolini. Est-ce que Mussolini était considéré comme un allié? Non, Mussolini, c'est l'allié d'Hitler. Ouais. Mussolini, lui, ce qu'il aimerait, c'est pouvoir dépecer un peu la France, prendre un peu des bouts. D'ailleurs, après novembre 1942, il y a une occupation italienne sur une dizaine de départements. Ouais. Donc Mussolini, c'est un rival pour Vichy. Et d'ailleurs, la grande ambition de Vichy serait d'arriver à faire en sorte que dans une Allemagne dominée par l'Allemagne, dans une Europe dominée par l'Allemagne, pardon, la France finisse par un peu détrôner Mussolini comme l'allié favori de l'Allemagne. Donc il y a vraiment une énorme rancune des dirigeants de Vichy à l'égard de Mussolini, qui a déclaré la guerre à la France au dernier moment en juin 1940, dans l'espoir de lui piquer des territoires. Ouais. Du coup, on en parle, mais c'est vrai que du coup, on sent qu'il y a un peu cette fin qui arrive. Et évidemment, on connaît la suite avec De Gaulle qui va revenir, Vichy est balayé. Mais malgré tout, on ne pourra pas évoquer tout ce qu'il y a dans le livre parce qu'il est tellement dense. Et franchement, je vous invite à aller le découvrir parce que vous avez, grâce à ces grands témoins, vous avez réussi à aller au plus près aussi de ces nuances qu'il pouvait y avoir aussi, comme vous le disiez, quoi. C'est vrai qu'on avait 3 personnes qui gravitaient quand même tout en haut de cette échelle de cette pyramide de Vichy, et on découvre un petit peu plus de ceux qui voulaient aller plus loin, ceux qui ont vu peut-être avant que ça pouvait mal tourner, et pouvoir redécouvrir un petit peu au travers de ces grands témoins, ça a permis d'amener un petit peu plus de précision peut-être sur comment est-ce que ça se passait au sommet de l'État. Oui, enfin, c'est vraiment une nouvelle histoire de politique de Vichy, mais avec une gamme de nuances qu'on peut aujourd'hui retracer parce qu'on a accès à des sources, des dossiers d'épuration, d'agents ordinaires de l'État, ces témoignages. On a fait un énorme usage, pas simplement les grands témoins, mais des fonds privés aussi, des carnets intimes. Donc, effectivement, une histoire renouvelée de Vichy. Forcément, on vous a vu et vous avez même écrit des ouvrages justement rentrés dans le cercle médiatique parce que évidemment avec notamment l'invocation faite par Zemmour de Pétain, de Vichy, etc. Et vous avez quand même pas mal été sur les plateaux télé pour expliquer comment est-ce que justement Éric Zemmour pouvait récupérer l'histoire. Et c'est vrai qu'on a eu un exemple encore récent de cette mémoire vichiste à Verdun, c'était le 11 novembre dernier. On a célébrer une messe en l'honneur du maréchal Pétain, du maréchal de France, avec quand même des personnages, dirons-nous, hauts en couleur pour pas dire autre chose. Qu'est-ce que ça évoque chez l'historien? Comment est-ce qu'on regarde ça? Avec de l'agacement, j'imagine, mais avec... qu'est-ce que ça crée comme sentiment? Déjà, cette donnée de base dans laquelle on est encore, Vichy pèse dans notre histoire politique et dans notre vie politique. Ça pèse. C'est ce qui a fait d'abord, ça a totalement renouvelé. La droite et l'extrême droite sont sortis complètement discrédités de cette période de Vichy et de l'occupation. Il y a eu la droite gaulliste, la droite démocrate chrétienne. Voilà, et il était hors de question de s'entendre avec les anciens de Vichy de la collaboration. Donc ce cordon sanitaire contre le Front National, c'est resté jusqu'à nos jours. Et vraiment, j'insiste vraiment sur ce point-là parce que ça joue encore. Ça explique pourquoi le Rassemblement national, qui est l'héritière du Front National, enfin, puisque c'est le même parti qui a changé de nom et c'est un parti qui a été créé par des anciens pétainistes et des anciens collaborationnistes, que ce parti aujourd'hui, pour prendre le pouvoir, veut surtout rien avoir à faire avec Vichy. Et que quand il y a eu cette petite messe
ridicule à Verdun, tout de suite, ils se sont empressés de dire Pétain, c'est les poubelles de l'histoire, c'est la honte, il faut surtout... Voilà. Et donc, il y a vraiment la volonté d'évacuer ça parce que c'est ce qui empêchait l'extrême droite de revenir dans le jeu politique. Et il y avait un cordon sanitaire, aucun lien entre nous. Vous vous rendez compte qu'on est là en 2025, mais encore en 2002, c'était il n'y a pas si longtemps, Jacques Chirac refusait même de débattre au second tour, pour le débat du second tour, contre Jean-Marie Le Pen, qualifié à l'élection présidentielle pour le second tour. Il y a peut-être certains des personnes qui nous suivent qui n'étaient pas encore nées en 2002, mais c'est notre histoire récente, parce que Le Pen, c'était ces heures sombres de l'histoire, et pas question même de débattre, vous vous rendez compte Refuser un débat du second tour avec celui qui... Ça paraît énorme. Ouais. Donc c'est ça notre histoire politique. Et quand encore récemment, il y a eu cette volonté de Ciotti à la tête de LR en 2024, quand il a voulu s'allier en force, on l'a traité de collabo. On a dit l'héritier du parti du général de Gaulle qui ose. Donc c'est encore très puissant dans notre histoire politique. Alors, comment on fait pour sortir de ce syndrome de Vichy, pour parler comme Henri Rousseau, son fameux livre, Se passer de Vichy? Soit vous faites comme le RN et vous dites ah ben c'est pas du tout notre histoire, c'est poubelle de l'histoire, et puis on falsifie l'histoire en disant mais en fait Vichy c'était la gauche. Ça c'est une des stratégies. Vous avez la stratégie de Zemmour, qui était la stratégie qui a été longtemps dans l'extrême droite française, néo-pétainiste, qui était de dire mais en fait Pétain, il a servi la France comme De Gaulle, il était le bouclier de Gaulle. Donc ça c'est vraiment un vieux discours de l'extrême droite qui remonte à 1945 et des procès de la libération. Donc vous voyez qu'on est encore en train d'essayer de se dépatouiller avec ce passé de Vichy, voilà, mais vous voyez, c'est loin de nous maintenant. On voit que c'est loin, que le RN n'a plus de lien, voilà. Mais c'est encore proche parce qu'on voit que ça continue encore à peser. Et que vraiment, j'insiste sur ce fait que si, contrairement à d'autres pays comme l'Italie, comme Israël, comme en Suède, comme en Hollande, comme en Autriche, il y a plein de pays où la droite et l'extrême droite se sont alliés, où il y a eu des coalitions. Il n'y a pas encore eu ça au niveau national. C'est à cause de ce passé de Vichy. C'est très clair. Justement, est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec des gens qui sont vichistes encore aujourd'hui? Parce que des fois, c'est vrai que la parole de l'historien, elle peut être contestée, chahutée par ses mémoires aussi. Bien sûr, mais le fameux Jacques Boncompin, qui était le président de l'association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain, qui est à l'origine de cette petite scène comique. Voilà, on ne sait pas s'il faut en pleurer ou en rire à Verdun. Je l'ai rencontré. Il vit pas loin de chez vous d'ailleurs. Non, bah, oui, tout à fait. C'est pas un ami. Je ne le connais pas. Ce n'est pas mon voisin. Je suis allé le rencontrer. C'est un homme tout à fait charmant, mais qui vit dans un autre monde, qui est celui où la France, pour se réconcilier. Et quand vous leur parlez frontalement, quand vous leur expliquez ce que vous allez chercher, des sources que vous trouvez, des témoignages, des carnets que vous lisez, des gens... très bien la question que vous me posez. Vous savez que le carnet de Lavagne, c'est l'un des scoops du livre. C'est énorme, Lavagne. Le directeur du cabinet c'est fou d'avoir ça. Pétain, grand catholique, voilà, qui écrit son journal intime et qui dit ce que Vichy est en train de faire là, Laval, c'est criminel. Eh bien, figurez-vous que ces extraits, je les ai envoyés à Jacques Boncompin par mail, dialogués par mail. Oui. Là, vous pouvez plus dire que Pétain ne savait pas. Que... Et alors là, je ne sais plus ce qu'il m'a répondu, mais quand vous voulez croire quelque chose, la croyance. Et puis là, c'est un monde qui s'effondre. Donc il est arrivé à me trouver un argument selon lequel, voilà, en fait, Lavagne dit ça, mais en fait, Pétain, malgré tout, sauvait les Juifs. Bref, voilà, ils sont hermétiques au moindre argument rationnel. C'est de l'ordre de la croyance. Voilà. Ce petit noyau de croyants encore. Et donc, l'association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain, créée en 1951, à la mort du maréchal Pétain, existe encore de nos jours. Donc, vous avez encore un petit noyau. Mais c'est plus rien. C'est quelques dizaines d'individus. Mais j'ai l'impression qu'ils font... C'est un tout petit feu, mais qui fait beaucoup de fumée. Et c'est vrai que Zemmour s'en est fait un relais dans les médias qui... Mais Zemmour, c'est plus pernicieux, parce que Zemmour, il dit pas... Il va utiliser des arguments qui ont l'air assez logiques. Il dit, regardez, la majorité des Juifs ont survécu en France.
la majorité même et alors les juifs français encore plus que les autres. Donc c'est bien que ça a peut-être un lien. Et c'est ça la falsification, c'est ça le plus dangereux. C'est quand vous faites de la confusion et que vous donnez des arguments qui ont l'air logiques alors qu'ils sont juste, quand on creuse, complètement stupides en fait. Et c'est ça le danger. C'est cette espèce de confusion, de dire non, je dis pas que Pétain n'était pas antisémite. Je dis juste qu'il a sauvé les juifs français. Ouais. Voilà, qu'il a livré les juifs. Et ça nécessite effectivement beaucoup d'énergie pour contredire ces demi-mensonges, cette demi-vérité, cette fausse. Voilà, Vous avez déjà échangé avec lui d'ailleurs ? Avec Éric Zemmour ? Non, j'ai jamais échangé avec Éric Zemmour. On m'a demandé 2-3 fois d'avoir des débats. Oui. Avec lui, j'ai refusé. Parce que je pense que c'était pas une bonne idée de débattre avec Zemmour. Parce que vous pouvez pas débattre de bonne foi avec quelqu'un qui n'est pas de bonne foi. Et dont en plus le métier est d'être un polémiste. Donc un polémiste, il ment. Il va vous insulter. Et moi, je suis pas formé pour insulter les gens, pour mentir. Donc on peut pas débattre à armes égales. Ouais. Et donc voilà, je pense et je déconseille aux gens de bonne foi, aux gens honnêtes, de débattre avec des gens comme Zemmour. Je pense que quand Zemmour a lancé son émission en 2018 sur CNews, on rappelait qu'il y avait plein de gens qui venaient débattre avec lui, qui se faisaient ratatiner. Je pense qu'ils n'auraient pas dû y aller parce qu'ils ont légitimé Zemmour. Et la grande peur de Zemmour, d'ailleurs, c'était que les gens ne viennent pas débattre avec lui. Oui. Voilà. Non, on peut pas débattre avec des gens qui sont malhonnêtes. L'autre jour, j'étais à la télé et il y avait un type du RN à côté de moi. Bon, ben... il ne faut pas non plus être totalement absent. Oui. Puis vous avez des gens, je ne sais plus comment il s'appelle, Sainte-Marie. Bon, c'est pas Zemmour non plus. Enfin, vous voyez, oui. Il y a aussi. Et puis c'est vrai que à la télé, dans l'exercice de télé, ce qui est très compliqué, c'est toujours le temps de parole qui vous est imparti. C'est-à-dire que vous devez expliquer des fois des choses complexes, qui méritent du temps, parce que faut apporter de la nuance, il faut apporter des lieux, des dates, des choses précises. Et c'est vrai que dans l'exercice télé, c'est compliqué des fois de pouvoir défaire une phrase alors qu'il en faut 10 pour expliquer ce qui vient d'être dit. C'est ça qui peut être aussi difficile. Moi, c'est le gros reproche que je fais à ces émissions. Je leur disais, mais plutôt que faire un débat sur Zemmour, pourquoi vous ne donnez pas 15 minutes à un historien professionnel, moi par exemple, puisque vous me demandez de venir, pour expliquer clairement les faits historiques, plutôt que faire un numéro un spectacle. Voilà, c'est ça. Et alors après, on va dire, oui, mais vous refusez le débat. Mais c'est pas dit refuser le débat. Enfin, ouais. Non, mais ça, c'est typique de cette stratégie de l'extrême droite aujourd'hui qui dévoie complètement la liberté d'expression, le débat démocratique, tout à fait. Et qui le dévoie complètement pour en fait le pourrir. Ouais. Et non, c'est pas un débat démocratique sain de mettre sur le même plan quelqu'un qui a travaillé pendant des années, qui maîtrise parfaitement un sujet, et un polémiste qui a lu 2 livres sur Vichy et qui va mentir, qui va raconter n'importe quoi. Qui va aller chercher de l'affect tout de suite et qui va du coup aller choquer le spectateur. Et qui ment, qui invente. Et qui va inventer, qui ment complètement. Et donc ça, mais ça rejoint, et c'est presque une conclusion, ce que vous disiez au début. C'est-à-dire que le grand enjeu de l'avenir, c'est arriver à... C'est le grand enjeu de la démocratie. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? Voilà, et on en est vraiment, vraiment là. Et c'est vraiment... moi, j'ai des enfants qui sont jeunes. Je me dis, mais dans quel monde ils vont dans quel monde de faits à disposition ils vont être C'est galvauder la liberté d'expression en manipulant la vérité, c'est la grande question de notre temps. C'est la grande question de notre temps. Comme quand d'autres manipulaient la question de la violence en disant qu'ils n'étaient responsables de rien. C'est vertigineux parce qu'il va y avoir des gens comme mes enfants, évidemment, avec un père qui auront et qui seront hyper bien formés et conscients, et plein d'autres qui seront désinformés et qui seront dans des bulles cognitives
Avec les algorithmes en plus avec pour des nous, algorithmes. ça c'est sûr. Et ça, c'est vraiment... Ça, c'est Et sûr. donc, l'enjeu, c'est comment faire en sorte que des gens continuent à avoir accès à d'autres sources pour être mis en doute, discuter. Bref, le grand enjeu, ça va être aussi comment maintenir des espaces de débat sains. Voilà, c'est de discussion, de confrontation, où voilà, les gens disent on t'a raconté ça, tu crois ça, mais en fait, non. Le temps de discuter, le temps d'échange complètement. Ouais. Et ça va et à tête reposée aussi, choses qui sont assez rares. Mais merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Franchement, c'était réciproque. Et vraiment, merci. Le bouquin est vraiment génial. Je vous rappelle, Vichy, l'histoire d'une dictature. Et évidemment que les conclusions de l'ouvrage, les questionnements de l'ouvrage sont évidemment en phase avec nos questionnements aussi actuels. Et c'est ça qui est fort. Et que Vichy pose, et vous l'avez dit, dans notre vie politique encore aujourd'hui, pose beaucoup de choses. Et le fait que vous ayez redécouvert, remis en exergue certaines sources permettent aussi de nous interroger, remettre encore en perspective nos questionnements d'aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour ça. Félicitations à vous et à vos collègues qui ont fait un travail vraiment, vraiment dingue, je trouve, sur ce travail. Oui, c'est un beau livre aussi. C'est un livre qui se lit très facilement. Et il y a un très beau cahier photo. Bref, c'est un beau cadeau de Noël. N'hésitez pas, c'est chez Talendier, donc foncez, franchement, c'est vraiment super. Et ça se lit très bien, je tiens à le dire, c'est vraiment limpide. C'est comme ça un récit. Franchement, et puis c'est très thématique aussi, donc si vous voulez aller chercher un sujet en particulier, c'est très bien chapitré, donc voilà, si vous voulez aller dans le détail sur certains chapitres, n'hésitez pas, foncez. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, messieurs, dames, que vous avez apprécié cet échange avec Laurent. On essaiera de faire plus de live avec des historiens à partir de janvier. Je m'y engage, on va essayer de bosser sur une grosse programmation. Là, il y a pas mal de sujets qui me donnent envie, et puis je sais que c'est des rendez-vous qui vous plaisent. Je le rappelle, le live sera dispo évidemment en replay très rapidement sur YouTube, et aussi on va essayer de remettre à jour les podcasts sur les plateformes pour ceux qui vont courir, ceux qui sont en voiture quand ils vont au travail le matin. Donc merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets en préparation, Laurent, après celui-là? Je sais que vous êtes un historien productif. Oui, je travaille beaucoup, c'est vrai. Et oui, je prépare un petit livre que j'essaye de finir pour l'année prochaine sur l'extrême droite en France, comprendre les enjeux de ce qu'est l'extrême droite depuis 200 ans jusqu'à nos jours. D'accord, ok, très bien. 200 ans jusqu'à nos jours, un petit bouquin. En 200 pages. En 200, ce serait le pari. Voilà. Bon courage, bon courage pour ça. Merci beaucoup d'être venu. J'en profite avant qu'on se quitte. On se retrouve demain en live à 10h, mais vous avez depuis le début du live un lien en épinglé, je le rappelle. C'est pour les 2 classes du collège du collège René Cassin, donc à Chanteloup-les-Vignes, je le disais. C'est un projet dans un collège. Voilà, ils m'ont contacté pour que je vous en parle et je trouvais ça important. C'est à côté de chez moi, en fait, Chanteloup-les-Vignes, pour tout vous dire. C'est un petit collège qui est dans un quartier populaire, très populaire même, et du coup ils organisent un voyage de classe en février prochain à la montagne. Et c'est vrai que ces jeunes collégiens n'ont pas forcément l'occasion d'aller à la montagne, et donc c'est une petite cagnotte en ligne qui a été mise en place, entre 1000 et 4000 euros, pour que on peut aider les parents à payer justement ces vacances à la montagne pour leurs enfants. C'est une plateforme de l'État, c'est très bien encadré, c'est pas un truc un peu obscur ou quoi que ce soit. Faut créer un compte, ça prend un petit peu de temps, mais je ne peux que vous enjoindre à y aller, parce que voilà, ça permet quand même à des enfants de découvrir la montagne. Ils n'ont pas souvent l'occasion aussi de partir en vacances, donc n'hésitez pas, si vous pouvez aller aider, filer un petit coup de main. Pas besoin que ce soit des grosses sommes, hein, bien sûr. Quelques euros, c'est largement suffisant, mais regardez, on est quasiment aux 1000 euros, et c'était l'objectif plancher, donc n'hésitez pas, il reste que... Donc voilà, allez-y et foncez. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous souhaite... Je peux répondre à une question? Bien sûr, réponds à une question. J'ai vu une question sur Pierre Laborie. Pierre Laborie reste l'ouvrage de référence sur l'opinion, mais notre livre est dans la continuité de Laborie. Il y a énormément de choses sur l'opinion. On a vraiment tenu, on le disait au début, à ce que l'opinion soit toujours là tout le long. Et donc, vous verrez qu'on affine un petit peu, là, si vous vous intéressez à Laborie et à son œuvre, on affine un petit peu sa chronologie. Oui. Sur l'évolution de l'opinion. Super, franchement, n'hésitez pas. Mais j'ai eu beaucoup d'admiration pour Laborie, que j'ai un peu connu, et ça reste le grand historien sur le sujet. Sur l'opinion l'opinion publique à l'époque de Vichy. Merci beaucoup pour cette précision, Laurent. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée, et on se retrouve en live demain à 10h. Ciao tout le monde.